Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rencontre discussion politique dans le cadre des élections fédérales 2021. Nous sommes ici en direct du Théâtre des Esquerres. Vous nous écoutez en direct de Médiaté Télé, Médiaté sur Facebook ou encore à la radio Boréal 100,5 FM. Mon nom est Mathieu Proulx, je serai votre animateur pour ce débat qui va opposer 4 candidats. Mais juste avant de passer au vif du sujet, je vais quand même vous présenter les gens qui m'accompagnent. Tout d'abord, il y a Pierre-Marc Langevin. Bonjour Mathieu, comment ça va? Fidèle à gars, très bien toi-même? Ça va top shape mon gars. Hey, t'as-tu vu, on avance dans le monde, on est rendu dans le monde de la politique maintenant. C'est incroyable, ça va super bien. Tout. On contrôle tout. Hein? Habituellement, on s'approprie la culture des gens et de l'Abitibi-Témiscamingue et d'ailleurs, mais là, on s'approprie la politique fédérale. Quand même, hein? C'est rendu gros notre affaire. C'est rendu gros notre affaire. Prochaine étape, c'est Washington. Et il y a également toujours mon fidèle acolyte Benoît Saint-Pierre, qui est très fidèle d'ailleurs. Allô Benoît? Allô? T'es où, Benoît? Je te vois pas. Je suis dans l'ombre du débat. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est quoi ton rôle ce soir, Benoît? Je vais m'occuper des médias sociaux. Fait que n'hésitez pas, là, si vous avez des questions à nos candidats, on va avoir un bloc réservé à ça. Donc, vous pouvez les poser. Je vais filtrer les questions pour être sûr de ne pas avoir les mêmes questions qu'on a déjà discutées. Et profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, commentez, partagez. Dites-nous comment vous vous sentez dans cette élection-là. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous allume. Comment vous trouvez les habits de Ben aussi, c'est important. Vous pouvez commenter comment Ben est habillé. On peut mettre ça dans les commentaires aussi. C'est très pertinent, ça aussi. Tout est très pertinent. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu la formule qu'on a retenue. On dit un débat, mais ça ne se veut pas nécessairement un débat. Nous, d'abord, on veut de la discussion, c'est ça. On fait du podcast, on fait du balado. Donc, on veut avoir une discussion politique et présenter aussi les candidats derrière le parti, l'humain derrière le parti, n'est-ce pas? On cherche à découvrir plus l'humain que le parti qui se cache en avant de lui. Hein? C'est léger comme phrase, ça. Donc, c'est ça. T'sais, nous, c'est plus la discussion. Ce qu'on veut, c'est vraiment échanger entre nous puis qu'on découvre les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. J'ai pas envie de parler avec le conservateur, j'ai envie de parler avec M. Lewis, Lewis avec Bethany, avec William et Sébastien, plutôt qu'avec M. Lemire, M. Legault-Lacasse, puis Madame Stewart. Puis là, je voulais arrêter, puis j'ai dit ça paraît pas bien, là, mais je vais pas arrêter. Donc, M. Gonzalez Venegas. C'est ça. Fait que c'est plus relax comme formule normalement qu'on essaie de faire. De toute façon, j'ai de la misère à rester sérieux. C'est pour ça que Mathieu est avec moi. Non, mais je suis content aussi parce que tu nous as aussi préparé quelques petites questions Ouais, savoureuses pour aller ailleurs que dans la politique. Ouais, Mathieu s'occupe des questions sérieuses, puis moi, je m'occupe des questions vraiment sérieuses. Donc, ça va être à suivre pour la soirée. Les candidats peuvent s'attendre au pire. Et justement, on va aller les présenter, ces candidats, à tour de rôle. On va y aller. On a fait un petit tirage au sort, et le tirage au sort a voulu qu'on commence par Sébastien Lemire du Bloc québécois. Donc, quelques minutes pour vous présenter. Merci, M. Proulx. D'abord, merci à l'équipe de Médiaté, merci à l'équipe technique d'être ici, merci aux gens qui nous écoutent. Bon, moi, vous présentez ça comme si c'était une première, mais c'est quand même mon deuxième débat Médiaté avec vous, donc j'ai vendu mon âme une première fois. C'est possible de la récupérer par après. Donc, c'est encourageant. Je pense que la formule va être gagnante. Me présenter, Sébastien Lemire, je suis député du Bloc québécois. Je me représente à nouveau pour poursuivre le travail, un travail de proximité que j'ai fait, notamment avec les gens d'Amos. Vous m'avez vu sur le terrain durant de nombreuses années. Vous m'avez vu participer aussi sur les ondes de Médiaté à un café avec votre député. Donc, le type de personne que je suis, c'est une personne qui veut être à l'écoute des gens, de proximité, sans filtre. Donc, c'est essentiellement le mandat que je veux poursuivre. Ça se résume très simplement. Si c'est bon pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est bon pour le Québec, moi, je suis pour ça. Si c'est pas bon pour l'Abitibi-Témiscamingue et pas bon pour le Québec, je m'y oppose. Puis c'est le mandat que je veux poursuivre avec vous. Merci beaucoup. Sans filtre, je retiens ça. William Legault-Lacasse? Oui, enchanté. Merci à l'équipe de Médiaté pour l'organisation, puis merci aux gens qui nous écoutent ce soir. William Legault-Lacasse, moi je suis installé à la Sarre. Les gens me connaissent moins, mais me reconnaissent plus parce que j'ai joué dans Tranche de vie à TVA. Je faisais le fils de Jean-Michel Anctil puis d'Edith Cochrane. J'ai aussi joué dans le film Il était une fois les Boys, où j'incarne Jean-Charles, qui est joué par Yvan Ponton, mais dans les années 1967. Sinon, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai pris toute une décision. J'ai décidé de m'enrôler dans les Forces armées canadiennes comme officier de logistique dans la marine en tant que réserviste. Donc, j'ai fait ça pendant un petit bout, puis je suis allé un peu partout.
J'ai fait mes études en droit. Je suis avocat en droit municipal. Puis pendant que j'étudiais en droit à l'Université d'Ottawa, justement, j'ai travaillé au Parlement, donc pour une ministre de région. Donc les dossiers de région, je connais ça. Puis mes priorités ici, pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est m'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'environnement. L'environnement, c'est l'enjeu de ma génération, nos familles, nos communautés. C'est investir dans le développement économique, l'agriculture. Et je pourrais continuer là, pendant des heures. Merci beaucoup, William. Il était une fois les boys. C'est bien. I'm shook. Ça, I'm c'est noté. shook. Je vais aller écouter ce show-là demain. On continue avec Bethany Stewart du Nouveau Parti démocratique. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde ici maintenant et aussi merci pour les personnes à la maison qui nous entendent. Alors, je veux dire, Wachia, Bethany Stewart, Nitin Kassan, Womenji Euni. So, bonjour, je m'appelle Bethany Stewart. Je suis écrite de la communauté Womenji en Eui au Baie James, en Québec. Et oui, je suis la candidate avec le NPD pour votre conscription. Je suis très excitée pour ça aussi. Moi-même, je suis un survivant de la Millennium Scoop. Ça, c'est l'impact qui arrive après les pensionnats. Ça continue de faire. Aussi, je suis un activiste de les MMIWG, so Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. My own mother is one of our many. So, ça, c'est un issue qui est très important à moi. Aussi, j'ai récemment gradué de l'Université d'Ottawa avec un double majeur en les sciences politiques et les arts visuels. Je vais maintenant aussi à Carleton University pour un master aux les études autochtones et canadiennes. Je suis aussi une activiste à Ottawa pour les issues autochtones. Je travaille à Ottawa maintenant, aussitôt l'Université d'Ottawa et Carleton University sur indigenisation and decolonization. So, ça, c'est des choses que je fais maintenant et je suis très excitée de toutes vos rencontres et que vous va. Oui, merci. Merci beaucoup. Et on termine avec Luis-Henri González Venegas. Je le prononce bien? Ah, c'est parfait. OK, parfait. on s'entend bien là. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute dans les médias et j'espère qu'il va nous poser de bonnes questions. Mon nom est Luis-Henri et j'habite dans la région depuis 15 ans. Je suis père de 3 enfants. J'ai une formation en droit et j'ai décidé de m'impliquer pour donner un peu à les Abitibiens qui m'ont bien accueilli. Je pense que la population de l'Abitibi, c'est le plus ouvert que j'ai rencontré. Et notre région, c'est la meilleure région pour élever une famille. Je pense qu'il n'y a pas une autre région comme ça dans le monde. Et on doit travailler pour le maintenir. Pour maintenir tout ça que vos arrière-grands-pères ont travaillé, l'agriculture entre autres. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de terres comme l'Abitibi pour nous nourrir et pour avoir une indépendance, une vraie autonomie. Et ça, c'est mon implication politique. Je voudrais travailler pour l'agriculture, pour maintenir cette autonomie qui aujourd'hui, c'est peut-être faible et la seule façon de le défendre, c'est avec des faits concrets. C'est pour ça que je m'implique en politique. Et comme bien l'ont dit les organisateurs, l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas parler de mon parti, c'est plus de moi tel quel. Et je voudrais donner une autre vision à la politique, peut-être différente à celui-là qui était toujours utilisé dans les différents partis. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant que la glace est brisée, Pierre-Marc, on va passer au premier bloc. OK, yes, Mathieu. Et on va parler d'environnement et des développements durables. Parce que, évidemment, c'est omniprésent, l'environnement, le développement durable. La crise climatique qu'on vit nous amène à re-questionner nos choix, n'est-ce pas, Pierre-Marc? Donc, on va... Absolument, Mathieu. On vous a préparé une question. Il y a quelques mots, il y a quelques phrases dans cette question-là. Et c'est William, dans le fond, qui va démarrer la discussion là-dessus. Et ensuite, tu pourras relancer à un collègue de ton choix là, la discussion. Et ensuite, les deux autres pourront également apporter leurs points suite à la discussion. Alors, la question va comme suit. Alors, le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est alarmant. Le réchauffement climatique a des impacts sur l'ensemble de nos vies actuellement. Qu'est-ce qui doit être fait afin de pallier au manque d'engagement en faveur de l'environnement des dernières années? L'Abitibi-Témiscamingue compte sur une nature et un territoire encore purs. Comment protégera-t-on notre eau, notre air, nos ressources naturelles pour le futur et les prochaines générations?
La question va à William. Je pense qu'il n'y a pas un jeune qui m'en parle pas à chaque jour de l'environnement. C'est l'enjeu de ma génération. Puis je pense que c'est clair, les scientifiques le disent, les experts le disent. Non seulement c'est les libéraux qui ont le plan le plus ambitieux, mais c'est aussi le plan qui est le plus réalisable. Puis je pense qu'on l'a bien démontré, il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire du Canada qui en a fait autant pour lutter contre les changements climatiques. C'est nous qui avons veillé à mettre un prix sur le carbone. Donc maintenant au Canada, c'est plus gratuit de polluer. C'est nous qui avons réalisé des investissements historiques en protection de la faune puis de la flore, mais aussi dans la conservation de la nature puis dans le transport en commun. C'est nous qui avons pris la décision d'éliminer progressivement l'électricité par le charbon, puis d'investir dans des énergies renouvelables, un peu à l'image du Québec. C'est nous qui avons aussi décidé d'implanter plus de bornes à recharge pour des véhicules verts sur le territoire. Puis c'est aussi nous qui est allé de l'avant avec l'interdiction des plastiques à usage unique nocif. Donc je pense qu'on a un bon bilan. Mais c'est jamais assez pour l'environnement. Il faut toujours en faire plus. Vous parliez justement du GIEC. C'est un rapport qui, encore là, est alarmant, mais les climatologues en parlent depuis des années. Puis c'est certain que pour notre plan, là, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas juste moi qui le dis. L'ancien chef du Parti vert de la Colombie-Britannique a dit que c'est le plan qu'il a toujours rêvé d'avoir, qu'on a mis sur la table. Puis présentement, avec ce plan-là, on est en voie là, d'atteindre nos objectifs de Paris, non seulement, mais de les surpasser et de beaucoup. Donc, c'est certain que moi, l'environnement, c'est un enjeu qui est important pour moi. Mais puisqu'on a une conversation puis qu'on a une discussion, j'aimerais ça relancer un de mes collègues sur un petit sujet que je voulais aborder avec eux. C'est pas sans surprise que je vous dis ce soir que les deux seuls partis, je pense, qui peuvent former le gouvernement, c'est les libéraux ou les conservateurs. Parce que malheureusement, peu importe le nombre de députés qu'il y a du Bloc à Ottawa, je pense que c'est le gouvernement qui décide, puis au final, la direction pour la lutte au changement climatique se fait ainsi. Je pense que les progressifs doivent se rallier derrière notre parti pour faire avancer les choses. Mais je me demande, parce que j'entends beaucoup mon collègue conservateur parler d'un renouveau puis d'une nouvelle conscience environnementale, mais quand la majorité du Parti conservateur vote pour nier les changements climatiques, comment on peut percevoir ça, là, que c'est vraiment une conscience renouvelée environnementale? Louis? Oui, on avait parlé déjà plusieurs fois de ça. Dans toutes les parties, il y a différents groupes d'opinion. C'est comme dans une famille, on n'était pas tous égaux. Notre parti a évolué et aujourd'hui il y a plein qui disent que quelquefois c'est plus progressiste que les mêmes libéraux et que les libéraux quelquefois ont investi plus en pétrole que les conservateurs. Ça c'est presque marqué, ils viennent d'acheter il n'y a pas longtemps un oléoduc. C'est circonstanciel quelquefois le sujet de l'environnement. Si vous le regardez dans l'historique, bien sûr que M. William Lacasse, il dit que c'est un enjeu de sa génération. Mais je n'adore pas trop l'appropriation des sujets. Je pense que c'est un enjeu de tout le monde, aussi nous les plus vieux. C'est un enjeu de la génération dans le sens que la nouvelle génération, c'est celui-là qui est en train de payer le prix de l'erreur qu'on a fait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, tout le monde est conscient de que le changement climatique, c'est un problème et qu'il faut agir. La grande différence peut-être entre les libéraux et les conservateurs dans cet enjeu-là, c'est qu'on est beaucoup plus conscient de l'importance aussi économique et des liens qu'il y a entre environnement et économie. Nous, on va travailler toujours pour arriver à une équité entre économie et environnement. On a besoin de continuer de manger. On ne peut pas dire, écoutez, je vais arrêter complètement le monde parce qu'on a besoin d'environnement. Mais c'est certain que si on n'a pas d'environnement, on ne peut pas manger. Les deux choses vont ensemble. C'est un enjeu de la génération dans le sens que c'est mes enfants et les prochains enfants qui vont payer le prix de notre erreur actuelle. Mais les partis conservateurs, vous ne m'avez dit pas de parler aux partis, mais moi, comme conservateur, je les regarde, on change et on devient plus progressiste dans le sujet de l'environnement. C'est bien de dire qu'on a fait plein de choses, mais il faut regarder pas seulement les promesses, il faut voir la réalité. Jusqu'à où est-ce qu'on peut vraiment agir en environnement, toujours en conservant les emplois. Notre agriculture a besoin
encore de pétrole pour les tracteurs. Nous, on a besoin encore de pétrole et on ne peut pas demain mettre des tracteurs à batterie, malheureusement. Je voudrais les avoir, mais c'est impossible d'avoir une borne de recharge pour un grand tracteur ou pour une ferme. On doit travailler pour ça et on doit évoluer en conséquence. C'est ça que je peux dire de notre évolution comme parti, parce que la question était ponctuelle pour le Parti conservateur. Je pense que le parti évoluait plus rapide, presque, que le Parti libéral. Parfait, merci beaucoup, Louis. Maintenant, on peut peut-être relancer la balle aux deux autres candidats qui, selon William Legault-Lacasse, ne formeront pas le gouvernement. Mais bon, on va laisser les gens décider de ça. Je ne sais pas, Bethany, vous aimeriez continuer ou... Je pensais que c'est moi qui dois poser la question. Si vous avez une question, excusez-moi, peut-être que c'est une affaire de formalité, mais c'est ça la procédure. Après moi, je pose la question et l'autre doit le poser ou c'est... C'était pas ça au départ, mais si vous avez une question, moi, je vous donne le droit de le faire. Je viens de vous changer tout, de vous faire passer. C'est parfait, mais disons, on est habitué de danser sous des œufs. On est bien bon. OK, c'est bien ça. J'aime ça. Alors, ça faisait moins travailler pour nous autres. Je viens de prendre ta place. Je vais poser la question à Mme Stewart parce qu'en réalité, pareil que les libéraux, le NPD dit que c'est le parti qui travaille plus pour l'environnement. Mais moi, ma question toujours avec l'environnement, c'est facile de faire des promesses, mais je vous dis, c'est quoi l'impact au niveau économique? Est-ce que vous avez fait une analyse de votre plan de réduction des gaz à effet de serre et les conséquences qu'il va avoir dans l'économie? Okay. Je vous répète, c'est plus de savoir si à conséquence de votre plan de l'NPD de faire des réductions à grande échelle des gaz à effet de serre, est-ce qu'il y a des conséquences dans l'économie de notre jour et si vous avez pensé de quelle façon on pourrait faire les deux ensemble? OK. Merci pour la question. Je pense pas vraiment qu'on va avoir des impacts à l'économie parce que notre plan aussi, on va investir dans l'énergie durable. On a un plan là-bas. Aussi, je sais que tu parles de pétrole, mais les peuples autochtones nous demandent d'arrêter ça. Il y a beaucoup de plans à la partie libéraux de continuer. Je vois ça parce que Justin Trudeau, il continue de battre les peuples autochtones. Je sais que Trudeau dit qu'il va arrêter, mais c'est pas vrai parce que maintenant, Justin Trudeau investe l'argent en leur RCMP pour bâtir les peuples autochtones là-bas qui essaient de garder soin de l'environnement. Ça, c'est un grand concern pour moi-même comme peuple autochtone et voir comment on veut protéger l'environnement. Mais il y a des personnes comme Trudeau qui continuent de nous battre. Et quand on parle de pétrole, c'est important, oui, on a besoin pour les construire. Mais aussi, quand les libéraux parlent dessus, que s'ils veulent faire que tous les véhicules vont être électriques, ça c'est aussi un issue pour les peuples autochtones parce qu'on demande que tu ne vas pas investir dans les mines dessous le lithium. Ça c'est un plan maintenant dans ma territoire en Iwishi et on demande que ça n'a pas arrivé. Et oui. Merci. Une question pour M. Lemire ou compléter? J'ai une question. Oui. OK. J'ai préparé une question pour Sébastien Lemire. Je continue à voir M. Lemire parler du développement économique pour les peuples indigènes. Il néglige de reconnaître que beaucoup de ces projets ont un impact énorme sur l'environnement. Si l'on prend l'exemple du lac Kipawa et du projet d'exploitation minière proposée, les Algonquins s'y opposent, et pas seulement eux, mais aussi plusieurs villes du Québec, car il s'agit de l'eau dont les gens dépendent. Je continue à le voir mentionner la Convention de la baie James du Nord québécoise, tout en néglige de reconnaître que cette convention est la résulte de l'inondation des terres de ma propre communauté par
Hydro-Québec. Monsieur le maire, allez-vous vous ranger du côté du peuple algonquin, parce que les communautés ici sont algonquins, pour arrêter ce projet minier? Monsieur le maire? Mais je peux certainement m'engager face à vous, Mme Stewart, pour pouvoir en discuter avec M. Hammond, le chef de la communauté de Kibawek, et également Norm Young, qui est le maire de Kippawa. Je vais prendre le temps de discuter, connaître davantage les enjeux, les tenants aboutissants, voir aussi si, à travers ce projet-là, il y a moyen de le bonifier, voir s'il y a une fibre plus écologique qu'on peut y donner, comment les communautés autochtones peuvent trouver leur compte aussi, est-ce qu'il y a des redevances qui peuvent être données, est-ce que l'acceptabilité sociale est possible? Sinon, bien, il est évident que ce sera non. Puis en même temps, ce sera intéressant de voir les études environnementales. À ce stade-ci, à ce que je cherche, il n'y a pas eu d'études environnementales. Le BAP ne s'est pas prononcé. Donc, il n'y a aucune mesure à ce moment que j'appuie ce projet-là. So, tu ne penses pas que ça va impacter l'environnement, si je comprends? Okay, je n'ai jamais dit ça. C'est possible que ça impacte l'environnement. Il faut faire des études. Les études du Bureau des audiences publiques en environnement, c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Les peuples autochtones ne veulent pas que ça passe sur son territoire. Parfait, mais je vais me permettre de valider avec les peuples autochtones parce que moi, mon réflexe, si on me donne une information, c'est d'aller la vérifier. Est-ce que ce qui m'est dit est vérifié? Et conséquemment, je vais aller vérifier. Je vais aller en discuter avec le chef de la communauté, avec Justin, qui est responsable du développement économique là-bas. Tu as besoin de savoir que le chef, il travaille pour le Canada. Il aussi, la voix de la chef n'est pas pour tous les peuples autochtones là-bas. Tu as besoin de parler avec toute la communauté parce que chaque voix compte. Et juste le chef est pas, it's not enough to just talk to the chief. You need to talk to everyone in the community. Mais là, ça fait 4 noms que je te donne de gens qui travaillent dans le développement économique avec Verna Paulson, qui est à Kibawek. OK. Je veux dire, je vais commencer là. J'ai déjà vu à Kibawek que les peuples autochtones là-bas ne veulent pas que ça arrive. Beaucoup de différentes personnes aussi veulent que ça arrive. So. Je pense que les communautés autochtones cherchent un vrai partenaire parce qu'ils veulent pouvoir bénéficier du développement économique. Puis on le voit à travers plusieurs projets de développement économique à travers le Canada. Les communautés autochtones établissent des partenariats puis même veulent devenir propriétaires de certains projets. Mais je pense que l'important, c'est d'investir dans les solutions autochtones, comme le gouvernement libéral le fait tout récemment dans la communauté de Picogan avec le caribou forestier pour protéger puis connaître davantage le savoir autochtone. Je pense que c'est au-dessus de 200 000 $ qui a été investi justement pour protéger la faune. Donc, c'est avec des partenariats concrets comme ça avec les Premières Nations qu'on peut développer aussi leur autonomie économique. Est-ce que c'était pas mon tour de parole, là? Tu peux. Non, mais j'aimerais quand même nommer, c'est un excellent exemple. J'étais là quand Marc Serré a fait l'annonce. Marc Serré est secrétaire parlementaire. Et c'est effectivement l'exemple d'un projet brillant. On sait à quel point le caribou forestier a été marquant. Et c'est de se servir du savoir ancestral autochtone, de leur lieu de reproduction. Puis de voir est-ce qu'on est capable de protéger le couloir dans lequel c'est susceptible de se passer. Fait que moi, je trouve de se fier à ce savoir-là est un projet qui est brillant. Puis effectivement, c'est un bel exemple de belle réalisation des libéraux qui va dans un esprit de développement durable. Puis j'étais très fier de participer à ça. J'ai le goût de rebondir sur ce que j'ai entendu un peu dans les dernières discussions. On a parlé d'acceptabilité sociale, comment l'atteindre. Est-ce que maintenant, en 2021, pour vous, est-ce que c'est possible de refuser un projet de développement économique? On l'a vécu, je pense qu'il y a eu 2 gros exemples là, dans les dernières années avec Sayona Québec du côté de la Motte. On a aussi évidemment Énergie Est. Ça n'a pas passé, il n'y a pas eu d'acceptabilité sociale visiblement. Comment on refuse des projets? Comment on explique des refus de projets? Bien, je peux te poser ma question parce qu'elle est complémentaire, elle est un peu en ce sens-là. Okay. Puis je vais la poser ouverte. Je pense que chacun pourrait apporter sa réponse. On sait qu'un des projets semblables qui a eu un impact, c'est Gazoduc en Abitibi-Témiscamingue. Je serais curieux de savoir un peu chacun qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à Gazoduc, quelle prise de position ils ont pris, parce qu'on s'entend que ça avait un impact majeur sur notre développement économique. C'est un projet qui, depuis, a été rejeté par le Bureau des audiences publiques du Québec. Donc, il n'a pas prouvé son acceptabilité sociale, son apport économique et environnemental. Mais 2 ans avant, quelle position vous avez pris pour ce projet-là? Je peux commencer avec
Celui qui veut. Moi, je pense. vais commencer parce que c'est sûr que pour les conservateurs, et pour moi en particulier, comme vous l'avez dit, si on fait une séparation entre Luis et les conservateurs, le développement économique, c'est tellement important. Mais on a besoin de l'eau, plus important presque que le développement économique. Si le fait de traverser un gazoduc, il peut endommager des ressources d'eau, comme c'est ça que se parlait plus dans le cas des gazoducs, que s'il y a des déversements dans un gazoduc, il peut endommager l'eau. Il y a des richesses qui sont plus importantes dans l'avenir. Ça veut dire un projet, il ne faut pas le voir seulement dans les présents. Aujourd'hui, nous génère de l'argent, mais dans quelques années, on va endommager une ressource importante comme c'est l'eau. Moi, je serai contre. Mais je serai contre pas seulement pour une idéologie, je serai contre pour une affaire pratique. Il faut mettre dans le même palier c'est quoi le bénéfice aujourd'hui et c'est quel le prix que je dois payer. Et je pense que l'acceptation sociale, c'est un des éléments. La population qui était dans la place doit se prononcer. Et pour moi, c'est très important l'acceptation sociale. Mais aussi, plus que l'acceptation sociale, que c'est un élément, comme je vous dis, c'est le potentiel risque que va vous générer un risque environnemental, un projet. Il faut le regarder à court terme, ça veut dire les emplois que va vous générer aujourd'hui et les coûts que la prochaine génération va payer si on continue à l'utiliser. Je ne sais pas si c'est clair ma position devant n'importe quel projet environnemental. Tout projet minier, gazoduc ou pétrolier doit regarder l'impact actuel, mais à long terme aussi. Et l'acceptation sociale, bien sûr, que l'acceptation sociale d'habitude c'est temporaire, parce que c'est nous, la société d'aujourd'hui, qui va décider. Peut-être les enfants qu'il y a 10 ans, aujourd'hui, ne sont pas consultés. Il faut penser ce qu'est la conséquence dans une vingtaine, trentaine d'années. Merci. Bethany? C'est certain que je ne cacherai à personne ce soir qu'on a encore malheureusement besoin de pétrole le temps qu'on complète la transition énergétique. Je pense que le gouvernement libéral a fait ses preuves sur la question. L'acceptabilité sociale, c'est extrêmement important pour nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a refusé 2 pipelines dans nos 6 ans au gouvernement. Puis on s'est engagé, les pays du G20 se sont engagés à arrêter les subventions aux industries pétrolières en 2025. Puis le Canada a pris la position de devancer de 2 ans cet objectif-là parce qu'on comprend très bien que ce qui est important, c'est d'investir dans la transition écologique. C'est d'investir dans des énergies renouvelables. Il faut s'éloigner du pétrole. C'est pour ça qu'on a aussi pris l'engagement que d'ici 2030, 50% des voitures qui sont vendues sur le territoire au Canada soient des voitures électriques. Puis d'ici 2035, que 100% soient des voitures électriques. Mais pour ça aussi, il faut préparer le territoire, il faut préparer le terrain. On entend beaucoup des personnes parler de la batterie, puis de la longévité de la vie des batteries, mais aussi les bornes de recharge. Puis c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi à installer des dizaines de milliers de bornes de recharge à travers le pays pour justement pouvoir soutenir cette infrastructure-là qui, au final, nous permet de complètement se débarrasser du pétrole pour ce qui est des voitures. Je veux juste faire sûr, parce que j'ai bien compris, ta question, c'était sur l'acceptabilité du gazoduc. Non, sur l'implication personnelle des gens qu'il y avait dans ce projet-là. Dans ce projet-là, puis là, ce que j'ai compris, c'est ce que ton parti a fait. C'est un projet de gaz naturel et non de pétrole. Donc, William Legault-Lacasse, on oublie le Parti libéral, parce que ce que j'ai compris de Louis, c'est que lui, tant que l'impact n'est pas favorable au niveau de la population, ça passe pas. Toi, j'ai compris ce que les libéraux ont fait, mais qu'est-ce que William en pense en arrêt de ça, par contre? Moi, je vous l'ai dit, je suis avocat en droit municipal. Moi, la défense de nos petites de nos villes, de nos villages, de nos MRC, c'est extrêmement important pour moi. Je les défends dans la vie de tous les jours. Donc, l'acceptabilité sociale d'un projet comme ça, ça doit primer parce qu'on s'entend, c'est ces communautés-là qui peuvent être impactées. C'est aussi ces communautés-là qui peuvent en bénéficier aussi parce que, comme on l'a vu dans certains projets, ils peuvent devenir des partenaires. Mais vraiment, pour ce qui est de ce projet-là, ce qui est super important, c'est l'acceptabilité des gens du territoire. Parfait. Bethany? Si je comprends, tu veux savoir, can you say it in English? What did you do to oppose or approve, depend of your position, about the gazoduct project
who's passing by the Abitibi-Témiscamingue territories. OK. Alors, je pense que pour ça, je pense que encore c'est important de parler des peuples autochtones de ce territoire avant qu'on surpasse ça. Toujours, je pense qu'on a besoin de demander lui parce que ça va impacter beaucoup de différentes choses ici. Le projet gazoduc ne traversait pas de territoire de communauté autochtone. C'est sûr que, bon, on s'entend, toute l'Abitibi-Témiscamingue est un ancien territoire Anishinaabe, donc forcément, oui, mais ça ne passait pas directement sur un territoire qu'on pourrait appeler au territoire autochtone. Tout le territoire ici et le territoire des On peuples peut s'entendre autochtones. là-dessus, donc effectivement, oui. Moi, Sébastien? j'ajouterais à ça parce que effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas fini au niveau fédéral. L'étude environnementale du gouvernement fédéral est encore en cours. Pourtant, le gouvernement du Québec a rejeté le projet. Ça n'a pas passé le BAP, mais Énergie Canada étudie encore le projet. Donc moi, d'abord, évidemment, comme député, j'ai émis les réserves qu'il y avait sur l'acceptabilité sociale du projet. Avant même le contexte de la dernière campagne électorale, j'avais émis mes sérieuses réserves. J'ai continué de le faire, puis dans le prochain mandat, il faudra être vigilant, peu importe qui va remporter, pour s'assurer d'abord, est-ce qu'on peut la mettre à poubelle, cette étude-là, vu qu'on sait que le projet n'ira pas de l'avant, mais en même temps, demeurer vigilant. Puis moi, je vais être très curieux à savoir, est-ce que finalement, un projet qui est rejeté par le Québec parce que nos contraintes environnementales sont plus fortes pourrait être accepté par le Canada? Puis évidemment, ça nous amène aussi dans toute la notion du grand corridor énergétique, qui est une grande promesse des conservateurs. Puis heureusement, dans cette campagne-là, on n'entend plus parler. Donc, j'espère qu'effectivement, ça a été enlevé parce que pour tout le transport de l'électricité de Musca Falls vers l'Ontario, ça peut avoir des conséquences énormes sur le Québec. Le transport du pétrole, ça passerait sur notre territoire. Donc, forcément, que Gazoduc soit un projet qui est mort et enterré, c'est une excellente nouvelle pour l'Abitibi-Témiscamingue. On prenait tous les risques, mais on n'avait pas d'emploi. Donc, l'acceptabilité sociale n'était pas là. Moi, je prends la balle dans le sens que l'émir vient de parler. On regarde ici deux compétences, vraiment, était la compétence provinciale qui vient de les refuser, et le gouvernement fédéral a le pouvoir de l'imposer. C'est simple comme ça. Et moi, je pense que le Parti conservateur a changé beaucoup, et cette vision qui était, parce que vous parlez, était une problématique de la dernière élection. Dans la dernière élection, on parlait beaucoup de ça. Et moi, quand vous me dites mon implication dans ce sujet-là, moi, j'étais toujours frileux à penser que, pareil, si c'est une compétence fédérale dans le sens qu'il pourrait l'imposer comme une... Parce que ça traverse une frontière. Parce que traverse une frontière, traverse plusieurs provinces, et dans ce sens, il pourrait dire, pareil, si le Québec ne l'accepte pas, je pourrais l'imposer. Ça a été, en théorie, le vrai problème. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, tel que M. Legault l'a dit, notre premier ministre de Québec, la relation avec les conservateurs d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, à différence des libéraux qui sont vraiment devenir imposés et se mêler dans les affaires, je pense que personne ne peut nier aujourd'hui que les conservateurs actuels, les partis conservateurs actuels, il y a une approche de fédéralisme différente, de partenariat. Et c'est certain que le compromis qu'a fait Erin O'Toole avec M. Legault va être de que si arrive un cas potentiel, comme vous venez de dire, va y avoir une discussion entre les deux premiers ministres pour accepter la compétence provinciale et essayer de ne pas aller à imposer l'oléoduc ou les gazoducs, excusez-moi. Et moi, si c'est le cas, je pencherai toujours pour que se respecte la décision de Québec. Merci, Louis. J'ai une question du public qui est rentrée ici là, de Mme Cathy Bouffard. Elle demande aux candidats le Canada est le seul pays du G7 dont les émissions de GES ont augmenté durant les dernières années. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont sur la bonne voie au niveau de l'environnement? J'imagine que c'est dirigé vers vous, M. Lacasse. Oui, effectivement. C'est certain qu'on est arrivé il y a 6 ans au gouvernement, mais on est peut-être au gouvernement depuis 6 ans, mais on a eu 10 années de noirceur, de règne conservateur. Puis c'est sûr que ça peut paraître loin, les airs de Stephen Harper, mais quand pendant des années, on refuse de reconnaître encore aujourd'hui l'existence même des changements climatiques, on n'investit pas dans la transition écologique, on n'aide pas les entreprises à devenir carboneutres, c'est certain qu'on part de très, très loin. Puis la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est avec l'exemple d'un paquebot. C'est gros, un paquebot, ça bouge lentement, un peu comme un gouvernement puis un État. Puis les conservateurs allaient complètement dans la mauvaise direction.
Donc, dès qu'on est arrivé au pouvoir, c'est pas pour rien que les experts le disent, qu'il n'y a aucun gouvernement qui en a fait plus pour l'environnement que nous. C'est qu'on a commencé à changer la direction de ce paquebot-là avec des mesures que les scientifiques acclament, parce que c'est justement comme ça que non seulement on va atteindre nos objectifs de Paris, mais on va les dépasser. Donc, le paquebot prend du temps à tourner, c'est normal. Je pense que tout le monde dans la transition écologique, on a notre rôle à jouer. On voit les entreprises ont besoin de s'adapter. Même nous, dans chaque jour, on voit que dans nos propres gestes, on doit s'adapter pour atteindre la carboneutralité. Mais c'est certain qu'après des années et des années de désinvestissement dans la protection de l'environnement par les conservateurs, le paquebot prend du temps à tourner, mais on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis c'est justement pour ça qu'on est en train de surpasser nos objectifs de Paris. Moi, excusez-moi, je voudrais prendre la parole. On va diriger Roche, vers... papier, ciseaux. Vous avez eu un droit de parole il y a quelques minutes, je vais l'envoyer vers C'est la Sébastien. lumière. La lumière, c'est roche, papier, ciseaux. Correct, ça, les ciseaux coupent la On va lumière. l'envoyer à Sébastien, vous venez d'avoir un droit de parole. Je veux juste parce que, bon, j'entends William nommer comme de quoi la plateforme est reconnue par tout le monde. J'aimerais juste citer Patrick Bonin. Patrick Bonin est de Greenpeace Québec, c'est-à-dire le même organisme militant environnemental dans lequel faisait partie son collègue Stephen Guilbeault. Il dit, même s'ils se peignent en vert, les libéraux restent propriétaires d'un pipeline de sable bitumineux dont le secteur ne voulait pas et leurs actions manquent totalement de cohérence et d'ambition par rapport aux exigences de la science. Leur nouvelle cible de réduction des GES, donc les gaz à effet de serre, est moins ambitieuse que celle des États-Unis et est loin d'être à la hauteur de ce que devrait être la juste part du Canada. J'amène ça dans la réflexion. Moi, je vais prendre un peu la parole parce qu'il vient. Les choses que je voudrais aussi répondre à la personne qui a fait la question pour Facebook, c'est le suivant. Il faut regarder, et là, vraiment, la vérité. On est le pire bilan écologique de G7. C'est les libéraux qui sont 6 ans au pouvoir et ils demandent 4 ans de plus. Si dans 6 ans, on n'était pas capable de faire virer, ils pensent que dans 4 ans, les va faire, au cas où qu'ils sont minoritaires. Je ne pense pas. Alors, je pense qu'il faut... C'est gros, un paquebot. Là. Ouais, on l'a vu, là, il va prendre 10 ans. Passé, là, Il va prendre 10 ans pour le faire virer. Alors, je pense que le résultat, c'est clair. Et les libéraux adorent beaucoup Stephen Harper parce qu'il peut parler toujours de Stephen Harper pour le mettre dans le dos les affaires qu'ils n'ont pas fait. 6 ans pour rien faire et dire que c'est la faute de l'ancien premier ministre, il vous montre la capacité de leader que c'est Trudeau et que vous demande 4 ans encore pour continuer de faire virer un peu les pas de bord. Je pense que dans 4 ans, on était encore en train de pousser les graines, les 12 milliards d'arbres qu'il voudrait planter. Merci. Bethany, peut-être une petite conclusion avant de passer au prochain sujet? Pas vraiment, non. Non, Je parfait. sais Donc, ben merci beaucoup. Et là, on n'a pas parlé d'agriculture et d'agriculture de proximité. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu s'embarquer. Mais quand même, on va passer au deuxième bloc. Mais juste avant, Pierre-Marc, ta première question détente? Ouais, non, question détente, c'est des questions vraiment sérieuses et j'espère que vous allez prendre ça vraiment On se sérieux. relaxe un petit peu. C'est important. Ce gros bloc de Là, contenu. on s'est chicané, là, on va se pogner pour de vrai. Là. Moi, je suis un gourmand dans la vie. Là. Moi, j'aime ça manger. Il est où le meilleur restaurant en région? On cherche le meilleur restaurant en région, selon vous. Donc, Les coqs. Tour de table. Le meilleur restaurant en région, c'est les coqs. Le coq? Ouais, Beau coq? ouais. Non, le beau coq, c'était à Amos, lui, c'est le coq à Rouen. Ah, le coq. Non, les coqs, c'est à Amos. Le beau coq. Oui, Ah, oui, le c'est beau ça. coq? Oui. Ouais, c'est pas à Amos ou la principale. Je Oui, viens de oui, manger c'est là. ça, c'est un restaurant de poulet à Amos. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est le vrai que c'est meilleur bon. restaurant en région. Donc, un classique. Quelqu'un qui aime ses classiques. C'est quoi que tu commandes quand tu vas au beau coq? Aujourd'hui, je viens de manger un quiz avec de bonnes frites. Les frites sont bonnes. Puis la salade, comment? Crémeuse, traditionnelle? Traditionnelles. Quand même, quand même. Un homme qui connaît ses positions. Mais c'est pas ça le meilleur. La tarte au sucre, c'est le meilleur dessert. Effectivement. Bethany, c'est quoi ton restaurant préféré en région? J'ai pas mangé à beaucoup de places, mais j'aime beaucoup. Excuse-moi, je t'entends vraiment pas. Faudrait que tu parles dans ton j'ai micro. pas vraiment allé à les restaurants quand j'étais ici, mais oui. Donc, pas eu le temps de découvrir la gastronomie locale. Non, Je te conseille le beau coq. suis- Le beau coq, un classique.
Je conduis Oui. beaucoup maintenant. Je n'ai pas beaucoup de temps à rester en C'est lequel restaurant. dépanneur qui a les meilleurs sandwichs d'abord? Quand on est sur la route, on mange souvent des sandwichs de dépanneur. William. C'est sûr qu'ici, il y a chez Moras. Mais justement, ce midi encore, plus proche de où je suis installé à la Sarre, il y a le fameux Léo Pizza. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Classique. Oui, j'ai la Mais famille de la Sarre, oui. Ça fait 2 fois là, que je suis allé manger là cette semaine. C'est quoi ton spécial? Un incontournable. Écoutez, c'est assez surprenant. Je dois l'avouer comme choix, mais c'est la fameuse assiette combinée chinoise. Oh shit! C'est Léo fait du bon chinois? Oui, c'est particulier. Je pense que ceux qui sont allés voient que c'est un menu qui est assez exhaustif. On a l'impression qu'ils ont un IGA en arrière, là, parce qu'avec Ok. tout ce qu'ils sont capables de faire, là, c'est assez impressionnant. Mais je sais pas pourquoi. Puis je finis jamais la moitié de l'assiette. Je suis pas capable de la terminer. Là. Ça paraît. C'est la montagne de riz ou la montagne de nouilles. Là. Mais c'est ça, ce matin, pas ce matin, là, mais ce midi, là, ça m'a bien rassasié. Puis c'est quoi ton breuvage de choix avec ça? Oh, normalement, je prends de l'eau. Quand Vous avez je compris suis tout un le petit monde? peu plate, je suis désolé. C'est de l'eau, mais sinon, une bonne Canada Dry, pas pour... Ça, c'est de l'eau pétillante. pas pour finalement. pomper mon fédéralisme, mais le Canada Dry, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, William. On finit avec toi, Sébastien. Ben moi, à Amos, je vous avoue sincèrement, ma fidélité était d'abord au Mike's avec Philippe Guertin. Donc là, je tombe un peu joueur autonome. J'ai essayé le Josivano, mon italien, a de la Josivano. misère, de la misère un peu, Jocelyne et Yvan. Josivano. Josivano, exact. Je suis allé tantôt pour une soupe à l'oignon, j'ai apprécié. Évidemment, le Flingou est une belle place aussi à Amos, dans lequel je découvre. J'avais essayé le buffet chinois du Suco aussi. Je t'ai retourné une deuxième fois. Je suis pas encore retourné une troisième. Mais enfin, ça reste encore. J'ai encore à trouver mon endroit de prédilection dans les circonstances, là. Sans le Mike, c'est sûr que c'est plus dur à diffuser. Puis au Josivano, c'est quoi t'as mangé, t'as dit? Une soupe à l'oignon. Une soupe à l'oignon. Ah, je voulais pas être trop C'est bourré léger. avant de venir ici. Ouais, T'as-tu ouais, pris une tout à bière fait. avec ça? C'est quoi t'as pris pour accompagnement? comme Non, boisson? non, j'ai pris un Pepsi. Un Pepsi? Ouais, Diète? même pas. Oh. C'est pas pire, c'est que s'il y a un rot, c'est de la faute du Josivano. On l'entend. Donc, vous avez eu la vérité, vous avez eu les vraies questions. Maintenant, on passe aux questions un peu moins sérieuses à Mathieu. Merci Pierre-Marc. Donc on va passer au deuxième bloc. Ça s'appelle Développement économique et social du territoire. Donc on fait un peu la même formule. Là on est rodé, ça va bien aller. Je vois que vous voulez vous poser des questions. Donc posez-vous des questions, ça ne me dérange pas. Donc la question est la suivante. La région est frappée durement depuis plusieurs années par une pénurie de main-d'œuvre. Les emplois plus qu'intéressants ont durement touché nos entreprises de services. Les fermetures de restaurants et d'autres commerces ont commencé. La pandémie ne fait qu'alourdir le fardeau de nos entrepreneurs. Comment pourra-t-on sortir de cette crise avant qu'il ne soit trop tard, s'il ne l'est pas déjà? Et donc, c'est Bethany qui va avoir le plaisir de commencer cette ronde. Donc, Just gonna move this qu'as-tu à over nous partager here. sur la pénurie de main-d'œuvre? OK, parfait. Merci pour la question. J'ai besoin de rester comme ça pour que tu m'entendes. Quand on parle de l'épidémie de main-d'œuvre, c'est un très grand ici à l'Abitibi-Témiscamingue. La NPD a un plan de mettre un prime en place pour les personnes qui se retournent à leur travail à la place qu'ils a travaillé avant la pandémie. La pandémie a tellement impacté les propriétaires des petites entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire pour lui. Aussi, on veut assurer qu'on a des assurances médicaments pour les petites entreprises par investir $600 par employé chaque année. Ça aussi va être quelque chose que je pense va aider les personnes à retourner à la travail. Et oui, on va créer des places aussi en les services de garde. Ça va aider les parents qui veulent aussi retourner à la travail et aussi donne de plus travail à des autres personnes qui travaillent en les garderies. Aussi, on va être en mesure un crédit d'impôt pour les diplômés qui arrivent à la région pour qu'ils puissent travailler. Aussi, quand je parle dessus l'immigration, les immigrants sont essentiels
pour aider la pénurie de main-d'œuvre ici dans la région. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important, d'investir dans les immigrants qui viennent ici à l'Abitibi-Témiscamingue pour être sûr qu'ils peuvent travailler ici, mais aussi donner-lui des aides quand ils viennent pour être sûr qu'il va avoir une maison aussi. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai besoin de dire sur la pénurie de main-d'œuvre. Mais on voit beaucoup de différentes choses sur l'économie et aussi des différentes choses qui sont un très grand issue pour toutes les personnes ici, comme logement abordable. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que les personnes veulent avoir plus de logements abordables ici, au Abitibi-Témiscamingue et aussi autour de la Québec. Alors, le NPD va construire 110 000 logements abordables au Québec pendant les prochaines 10 années. On veut être sûr aussi que la moyenne de cette... en 5 années, on va avoir les moyennes de 110 000 aussi. Ça, c'est notre plan pour aider les familles. Aussi, on va augmenter le salaire minimum à 15 $ par heure. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes aussi à retourner au travail. J'ai aussi préparé une question pour Sébastien Lemire. Est-ce que c'est d'accord? On peut faire notre tour de table avant? Je pensais que j'allais... Non, c'est la question. J'ai le temps de lancer une question maintenant, oui. OK, juste pour savoir que... Oui, OK. Il est indéniable qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, nous avons une pénurie de main-d'œuvre. En matière d'emploi, tous les gens méritent un accès égal, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent et quelle langue ils parlent. Monsieur Lemire, allez-vous faire en sorte que tous les gens aient un accès égal aux possibilités d'emploi, qu'ils parlent ou non la langue française, afin d'éliminer notre pénurie de main-d'œuvre? Oui. OK, parce que les autres fois, tu dis que ici, c'est Québec et la langue ici est français. Mais la loi de la Bloc québécois va surpasser que tu as besoin de savoir le français pour travailler. So, oui, on peut travailler si on ne parle pas le français. D'abord, ce n'est pas une loi du Bloc québécois, c'est une loi du gouvernement du Québec qui est formée de la Coalition Avenir Québec. OK, so... Je n'ai en aucun cas mentionné que j'empêcherais des gens d'aller au travail. Il y a un enjeu qui est important, c'est celui de la francisation de ceux qui ne parlent pas français. En aucun cas, on les empêche d'arriver au marché du travail. Que les gens soient autochtones ou que ce soit des nouveaux arrivants, nos portes sont grandes ouvertes. Et évidemment, on peut faire en sorte d'évoluer puis de tendre vers une langue commune qui est le français. Mais ça n'empêche en aucun cas quelqu'un qui ne possède pas la langue de pouvoir commencer à travailler puis lui donner les conditions gagnantes d'évoluer dans la société commune, la société d'intégration, qui ici, en Abitibi-Témiscamingue, passe par le français. Est-ce que c'est ça le sens de ta question? Parce que ta question, de la façon dont tu l'as posée, moi, ma réponse, est-ce que je vais faire ce qui est en sorte pour moi de maximiser le nombre, les opportunités des gens puis de défendre leurs conditions pour qu'un maximum de personnes aient accès au marché du travail? Certainement. OK. Merci. Satisfait la réponse? Sébastien, tu peux peut-être diriger une question aussi à ton tour? D'abord, sur la question... Non, mais c'est parce que l'impact de... Juste, on n'est pas sur le même minding. C'est un tour de table versus sur une question à répondre. On relance la discussion. Je vais juste me remettre dans votre sujet, excusez-moi, parce que ça a cette fâcheuse impact cognitif-là. Sur le développement du territoire. Donc, évidemment, la question de la pénurie de la main-d'œuvre, elle est importante en Abitibi-Témiscamingue. Je pourrais la prendre en long et en large. Je vais prendre quand même d'autres enjeux qui favoriseraient effectivement la diversité des gens sur le marché du travail. On a notamment l'enjeu des personnes âgées qui ont encore beaucoup à donner à notre société et dont leur force de travail est encore très présente et qui ne vont pas travailler pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'ils ont pris leur retraite, le travail qu'ils font se fait couper dans leur pension. Et ça,
c'est un frein majeur. On perd une expertise, on perd une force de travail. Et souvent, 1 journée, 2 journées, 3 journées par semaine, les gens sont intéressés à ça. Mais les conditions au niveau fédéral, l'argent que tu fais, tu le perds en impôts, tu le perds en services. Donc, c'est une perte nette. Il n'y a personne qui veut travailler pour gratuit. Il faut trouver une façon de valoriser le travail. Et ça serait très simple. Est-ce que ça se fait par un crédit d'impôt de l'ordre d'exemple de 5 000 $ qui pourrait être fait au niveau fédéral? Ça ferait un impact, je pense, très grand en Abitibi-Témiscamingue. Puis, tu sais, je pense à beaucoup de nos entrepreneurs en construction. Je suis allé chez Hardy, par exemple. Puis, ce qu'on me nommait comme enjeu, c'est le défi d'avoir quelqu'un pour former les nouveaux à pouvoir travailler sur le loader, travailler ses camions avec les trucs. Donc, c'est concret, effectivement, la pénurie de la main-d'œuvre. Une personne qui a de l'expérience de travail, qui a travaillé là-dessus pendant 40 ans, pourrait servir pour traverser ces connaissances-là. Et ça, bien, ça serait quelque chose d'absolument gagnant. Évidemment, il y a d'autres contextes. La PCRE, elle est nommée souvent. Je pense que c'est une bonne mesure, la PCU, peut-être dans les 2, 3, 4 premiers mois, mais qui a eu un effet pervers en Abitibi-Témiscamingue. Ça, je pense que ça fait assez consensus dans les régions, parmi les commerçants. Reste que ce qui est important de valoriser là-dedans, c'est pas effectivement est-ce que quelqu'un a profité d'un programme auquel il a eu le droit. Ce qui est important, c'est de valoriser l'importance du travail, d'être actif, les expériences pertinentes qui vont pas faire de trous dans un CV. Et ça, c'est peut-être le message que j'aimerais donner à la jeune génération qui nous écoute, de voir qu'on a besoin de vous pour s'assurer de la vitalité, particulièrement dans le milieu touristique, hôtelier, les restaurants, de leur force de travail. Donc ça, c'est une autre solution. Évidemment, toute la question de l'ouverture de nos frontières, on sait à quel point les délais sont déraisonnables au niveau de la transmission des dossiers. Le rôle d'Ottawa devrait être très simple, c'est celui de s'assurer de l'enjeu de sécurité, parce qu'Ottawa émet les certificats de sécurité. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité? Sinon, Québec se revendique le droit de pouvoir, pas le droit, mais la responsabilité de s'occuper de l'immigration et veut tendre vers une régionalisation de l'immigration, ce qui pour nous serait gagnant. Arrêtons de passer vers Montréal. Est-ce qu'on peut, la société d'accueil qu'on est à Amos, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce qu'on peut accueillir nous-mêmes nos nouveaux arrivants, pouvoir le faire, les inviter à l'Alibaba, qui découvrent la culture québécoise, amossoise, le festival La Fée? Tu sais, il y a des opportunités à donner aux gens. Bien, ça fait partie des conditions gagnantes pour la rétention des nouveaux arrivants. Puis c'est là 3 pistes de solutions qui sont assez simples, qui ne coûtent pas une fortune, puis qu'on doit être capable de mettre en place au Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Ça serait évidemment totalement gagnant pour la pénurie de la main-d'œuvre. Une question à un autre candidat ou quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Tout à fait. Ma question à M. Legault-Lacasse. Si je me fie à ton Facebook, tu as rencontré récemment le maire d'Amos, Sébastien Dastou. Il t'a probablement assurément parlé de leur projet de centre entrepreneurial, de recherche et d'innovation. Toi qui sais toutes les portes à Ottawa, qui les connais parce que tu y as travaillé, j'aimerais ça t'entendre parce qu'il t'a assurément fait part qu'il y a un manque à gagner dans leur projet et qu'il s'attend que le fédéral investisse sa juste part. Évidemment, au niveau municipal, tu t'y connais, c'est toujours le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, la municipalité veut lever des fonds pour un 10 millions. Québec a déjà fait son 10 millions, donc on a déjà commencé la décontamination. Et ils s'attendent de recevoir un 10 millions du fédéral. Toi qui connais toutes les portes, là, peux-tu me donner tes trucs, là? C'est où qu'il faut que j'aille cogner là, à partir de mardi pour pouvoir aider nos amis d'Amos? Là? C'est certain que je ne vous donnerai pas mes trucs, M. Lemire, mais je pense que d'abord, c'est sûr qu'on n'aurait pas le même impact. Vous êtes quand même dans l'opposition. C'est sûr que vous pouvez pousser beaucoup de choses, mais au final, ça se résume à quand même poser des questions versus poser des actions. Pour ce qui est de la question que vous m'avez posée, moi, je trouve que les plus beaux investissements que notre gouvernement a faits, c'est en recherche puis en innovation. Puis je pense qu'on a un ministre qui est compétent dans ce domaine-là. Vous le mentionnez, Mammière. M. François-Philippe Champagne est vraiment un leader dans le milieu. Puis je pense que notre gouvernement investit massivement en innovation et en recherche pour favoriser le développement économique. Et donc, c'est certain que ce serait une des portes à laquelle j'irais cogner, M. Lemire, parce qu'il y a des beaux programmes qui pourraient s'appliquer à cette initiative-là. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on a de besoin dans la région comme
infrastructure pour nos entrepreneurs. C'est sûr que la question était aussi autour de la pénurie de main-d'œuvre, donc j'aimerais aussi beaucoup m'y attarder. On a parlé de PCRE là, récemment. Je pense qu'on a tous vu dans les derniers mois que pour plusieurs choses, la COVID peut avoir le dos large, mais je pense aussi que la PCRE peut avoir le dos large. Je crois que la pénurie de main-d'œuvre, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la COVID. C'est certain que certaines choses ont été exacerbées, mais la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui sévit depuis des années. Puis la PCRE, puis la PCU, ça a été utile au début de la pandémie, puis encore aujourd'hui, on le voit, on en a besoin. Juste nos artistes encore, puis certains de nos travailleurs du milieu culturel en ont besoin, mais je pense qu'on va parler de culture, on va en parler plus tard. Donc, c'est certain que ça ne date pas d'hier, mais pour ce qui est de la PCRE, on l'a réduit considérablement, puis le programme est censé se terminer en octobre. On l'a tellement réduit que maintenant, sur la PCRE, je crois que c'est environ à 7 $ de l'heure. Donc, la compétition, elle est moindre là, versus avoir un emploi sur le marché du travail. Donc, c'est certain que ça peut avoir son effet. Mais quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, je pense que dans la région, on parle de 4 choses. On parle de formation de la main-d'œuvre. On parle du développement des compétences des gens pour qu'ils soient plus polyvalents et qu'ils puissent occuper plus d'emplois. On parle aussi de l'immigration. Il faut faciliter les processus d'immigration. On parle aussi des travailleurs étrangers. Il y a beaucoup d'emplois difficiles sur notre territoire, puis on a besoin des travailleurs étrangers. C'est pour ça qu'il faut aussi réduire la lourdeur administrative. Mais aussi, nos entreprises nous parlent beaucoup d'automatisation. Donc, d'automatisation qui est aussi un secteur dans lequel l'innovation et la recherche peuvent investir massivement. Je pense que les entreprises recherchent justement des subventions pour ce milieu-là. Mais sinon, dans notre plateforme, je pense qu'on a des mesures concrètes pour pallier justement à ça. Je viens de parler de faciliter l'immigration puis réduire la lourdeur administrative pour les travailleurs étrangers. Mais je pense aussi qu'on doit valoriser le travail des travailleurs à faible revenu ici en Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on le sait, des fois, ce n'est pas des emplois qui sont super rémunérés, mais c'est des emplois qui sont super importants dans la région. Donc, c'est pour ça qu'on veut donner une allocation de 1 400 $ pour les travailleurs à faible revenu. Puis l'aspect le plus intéressant aussi que j'entendais M. Lemire parler, c'est nos aînés. Nos aînés ont travaillé toute leur vie. Il y en a certains qui sont heureux d'être à la retraite, mais il y en a aussi beaucoup qui désirent retourner sur le marché du travail. Pas nécessairement à temps plein, mais parfois à quelques jours par semaine. Puis on le sait, avec l'expertise qu'ils ont développée au fil des années, puis les années de travail qu'ils ont derrière la cravate, ils peuvent redonner au milieu. C'est pour ça qu'on a prévu, en plus d'augmenter le seuil de salaire qui pouvait rentrer sans nécessairement qu'il y ait de pénalité, parce que c'est ça qu'on entend souvent des aînés, c'est qu'ils ne veulent pas être pénalisés pour retourner au travail. C'est d'ailleurs pourquoi on a prévu un crédit d'impôt de l'ordre de 1 650 $ pour inciter nos aînés à revenir sur le marché du travail, parce qu'au final, c'est eux aussi qui sont capables de donner de la formation pour nos plus jeunes qui commencent dans le milieu. On dirige la question vers M. Louis. J'aurais une question. Ça peut être une question que tout le monde peut répondre. Là. Je pense qu'on a une conversation qui est assez ouverte. C'est certain que je pense que tout le monde ici respecte la Constitution et le partage des compétences. Mais j'avais une question un peu pour... Non. C'est pas tout le monde qui respecte ça, William. Je veux dire, tu pourras avoir une belle conversation avec ton chef là-dessus. Bien, si on respecte les champs de compétences, je pense qu'on l'a toujours prouvé qu'on respectait les champs de compétences. Mais si justement on parle de champs de compétences, puis on parle, par exemple, vous l'avez dit plus tôt, vous allez toujours défendre ce qui est bon pour Québec, puis vous allez toujours voter contre ce qui est mauvais pour Québec. Mais on a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans la région. Je pense que c'est assez, là, créer des emplois. Là. On ne manque pas d'emplois, on manque de monde. Alors, M. Legault a fait une campagne sur le fameux slogan par rapport au seuil migratoire, qu'on veut en prendre moins pour en prendre soin. Je pense que les entrepreneurs ici et les entreprises trouvent que c'est assez intéressant parce qu'on manque de personnes. Donc, si vous dites que vous allez toujours représenter la position du gouvernement du Québec qui veut que le seuil migratoire soit réduit ou soit maintenu alors qu'on manque de monde, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ou deux poids, deux mesures? Votre collègue, M. Mendicino, qui est responsable du ministère de l'Immigration et des Réfugiés, a mentionné qu'il a ralenti volontairement les processus au Québec, qu'il y a de l'arrérage et qu'il y a une grande part de responsabilité qui vient d'Ottawa. Donc, ça, pour moi, ça me questionne. Deuxième élément, je vais me permettre de citer Mme Dominique Anglade, qui est la chef du Parti libéral du Québec. Quand elle parle, puis là, ce ne sera pas une surprise, je redis ce que j'ai mentionné hier. Ces promesses fédérales de trop.
Les élections fédérales ont été déclenchées le 15 août dernier et déjà on voit se poindre à l'horizon le spectre de ces promesses de trop. Les promesses de trop, ce sont les promesses fédérales en santé, en logement, en services de garde, en assurance médicaments, en formation de la main-d'œuvre et tout autre domaine relevant des champs de compétences du Québec. Les partis fédéraux qui prennent la décision de s'engager dans cette voie risquent de miner le bon fonctionnement de la fédération. Pour respecter la nation québécoise, chaque parti devrait s'engager à garantir un droit de retrait avec pleine compensation, sans condition, pour toutes les initiatives relevant des champs de compétences du Québec. Donc ça, pour moi, c'est une part de la réponse. Puis je vais donner aussi l'exemple, vous le savez, puis on a une situation dans laquelle demain, on risque d'avoir une annonce assez catastrophique en Abitibi-Témiscamingue par rapport à de la fermeture de services. Le ministre Christian Dubé a répondu à une question à l'Assemblée nationale en disant que ça s'en venait en Abitibi-Témiscamingue sans nécessairement préciser qu'est-ce qui va avoir lieu, comme coupure de services. Et on s'entend, dans ce contexte de la santé, c'est une compétence provinciale. Mais historiquement, parce qu'on respecte la Constitution et les ententes, bien, l'entente qu'il y avait fédérale-provinciale était que pour 1 $ dépensé en santé, le fédéral s'occupait de payer 50 cents, le 50-50. Depuis, le désengagement fédéral est de l'ordre de 22 cents. Même dans le contexte du début de la COVID, on était à 18. L'engagement, la volonté, l'entente de toutes les provinces et du Québec, donc les premiers ministres revendiquent de monter ce montant-là, un compromis quand même à 35 %. Ça équivaut à une augmentation de 28 milliards de dollars par année et après ça, une augmentation de 6 %. Donc, on monte ce montant-là à 28 %. On va faire un peu de mathématiques. Le Québec représente à peu près 22-23 % de la population canadienne, ce qui équivaut à environ 6 milliards. Et comme on est 2,5 % des habitants du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ça veut dire que notre part est environ de 120 millions. Sur un budget du CISAT qui est de l'ordre d'à peu près 480 millions, ça représente à peu près 20-25 % du budget. Monsieur Venegas, Luis Gonzalez, vous savez à quel point la santé est importante. Votre femme est médecin chez nous et à quel point il y a des besoins d'investissement importants dans la région. Les coupures de services sont directement liées au manque de financement et de prévisibilité de ce financement-là. Donc, quand on parle de pénurie de la main-d'œuvre en santé, par exemple, si le gouvernement du Québec a les mains liées et n'est pas capable de pouvoir faire respecter les ententes qu'il veut, qui est dépendant des agences, qui n'est pas capable de prévoir, c'est notamment parce que le fédéral garde pour lui l'argent qui devrait être transféré au Québec. Et les conditions qu'il impose, le 25 millions en conditions, va nuire à l'établissement de cette entente-là. Donc, pour moi, il y a là vraiment un risque énorme si on ne respecte pas les champs de compétences du Québec, et c'est une maudite bonne raison de faire l'indépendance. Je prends la parole parce qu'en réalité, il y a eu un monopole de l'autre côté. La première chose, parce que la question qu'a posée M. William, c'est général pour tout le monde, et je voudrais préciser que votre concept de respect des compétences, c'est assez virtuel, je dirais presque. Parce que quand vous mettez des conditions à une personne, en réalité, vous les mettez sur votre domaine. Si vous dites que vous respectez les compétences, mais vous mettez des conditions pour donner l'argent, en réalité, vous ne respectez pas les conditions, les compétences parce que vous êtes en train de diriger ce qu'il doit faire. Et c'est ça les cas ponctuels dans la santé, et c'est aussi les cas ponctuels dans l'immigration, par exemple. Le Parti conservateur a donné une solution concrète pour la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement, dans le sens qu'on n'a pas beaucoup de solutions, mais on doit aller chercher la main-d'œuvre ailleurs. Et ça nous prend beaucoup de moyens de compétences de Québec. Et c'est pour ça que le Parti conservateur va transférer des compétences au Québec pour qu'il puisse choisir la main-d'œuvre de l'extérieur pour qu'ils viennent travailler ici comme travailleurs temporaires. Ça, c'est une solution concrète. Il faut aussi parler de l'importance de l'agriculture sur l'économie. Quand il y a une ferme, autour d'une ferme, ici à Amos ou en Abitibi, il y a plein de services qui se donnent, les dépanneurs, les mécaniciens, les vétérinaires. S'il y a une ferme qui se ferme à conséquence qu'il n'y a pas de travailleurs temporaires pour travailler, les conséquences économiques sont assez graves. Ça veut dire qu'il va y avoir un dépanneur ou un mécanicien peut-être qui travaille moins. Moi, je pense que les travailleurs temporaires sont très importants et
le Parti conservateur a fait le compromis de transférer au Québec la compétence pour qu'il puisse décider où est-ce que va aller la main-d'œuvre temporaire immigrante. Ça, c'est une solution concrète pour la pénurie de main-d'œuvre et surtout pour notre secteur et notre région, que c'est agricole, notamment, et besoin de travailleurs temporaires. Mais je voulais juste. J'ai posé une question qui était au final, puis là, on a eu 2 longues réponses, mais au final, est-ce que, oui ou non, on devrait augmenter le seuil d'immigrants au Canada et au Québec? Nos besoins ils sont immenses. Là. Je veux dire, le nombre Donc, d'immigrants n'est pas une question de seuil, c'est une question de besoin. Est-ce qu'on devrait en avoir plus Moi, au Québec? je pense que Absolument. Mais pour ça, il Absolument. faudrait augmenter les seuils au Québec. Et pour ça, il faut régionaliser l'immigration. Mais Oui ou non, je voulais je- préciser une chose. Pour moi, parce que c'est- quand c'est la une question, réponse quand la régionale. question, c'est... Je veux juste, on va prendre la balle. Salut. Chut, 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 chut. Monsieur Louis, on va vous permettre de continuer, s'il vous plaît. C'est On va seulement enchaîner pour avec Bethany. finaliser, parce que quand vous me parlez de le seuil d'immigration, c'est grand. Il y a des immigrants temporaires, il y a des réfugiés, il y a des migrants professionnels, il y a des étudiantes. Alors, je pense que le seuil d'immigration économique, ça veut dire les travailleurs temporaires ou les travailleurs qui vont venir dépanner notre pénurie, il faut le monter. Dans les autres, il faut le maintenir tel quel. Madame Bethany? OK, merci. Quand on parle aussi de la pénurie de main-d'œuvre et les immigrants, il y a 50 000 personnes qui encore attendent leur permis de travail. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour être sûr qu'on va faire fin à la pénurie de main-d'œuvre. Aussi, le NPD veut augmenter les transferts en immigration au gouvernement de Québec de 73 millions de dollars par année. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut faire pour aider les pénuries de main-d'œuvre au Québec. Merci beaucoup. C'est pas mal le temps qu'on avait pour le bloc numéro 2. Et là, on va se détendre un petit peu. On sent la tension monter un peu Non, plus. t'as un peu, t'as pas entendu ma question. Moi, Ah ça oui, va monter d'un brin. Oui, Mais avant, je veux juste faire un rappel. Dans le fond, on a notre ami Benoît Saint-Pierre qui est là pour transmettre des questions. Déjà, quelques questions qui sont déjà rentrées. Mais gênez-vous pas à commenter puis donner des questions pour les candidats parce qu'après le prochain bloc, on va tomber dans un bloc vraiment plus personnel à vous. Vos public, questions. qui nous écoutent. Vos questions, ça peut être des questions très personnelles envers les candidats, comme des questions beaucoup plus Très politiques. personnel. Ben, genre, c'est pas genre la couleur Je sais de pas. bête, là. Ah, mais tu sais, ok. genre, c'est quoi Moi, ton- c'est là que j'allais. Là. Non, mais tu sais, parce que là, vous allez voir, ça, c'est là, on vient de passer une année chez nous, là. Tout le monde enfermé chez nous. Tout le monde a bingé Netflix, all right? Fait que ce que je veux savoir, c'est la vraie question pour nos candidats. Puis là, je vais commencer avec vous, Bethany. Quelle série Netflix avez-vous dévorée durant la pandémie? Netflix ou autre Ouais, plateforme. ou autre là. plateforme. Je ne sais pas les noms en français, mais Est-ce que ça peut être je en vais anglais? dire en anglais. Un que j'aime beaucoup est Wentworth. Wentworth is one of my favorite ones. All right. Plus bon à moi-même que Orange is the New Black. So Wentworth Ok. est un que j'aime beaucoup. Ton personnage préféré dans l'émission, c'est? Pardon? Ton personnage préféré? Your favorite character? Il y a beaucoup. Je peux pas vraiment dire. Parfait. J'aime beaucoup les personnes. Like, c'est difficile à choisir un. C'est bon. Donc, Wentworth. William? Moi, je me suis retapé quand j'avais le temps toutes les séries de District 31. Sinon aussi, pour aller dans un autre sujet complètement aussi, les beaux malaises que j'ai redécouvert, mais aussi par curiosité, parce que je vous ai dit plutôt que j'avais joué dans le film Il était une fois les Boys, mais j'avais aussi un complètement autre rôle dans la série des mon Boys. Dieu. Oh, oui, je sais. Ça a moins passé à l'histoire. C'était ça. pas trop confusion, là, ça a le moins passé à l'histoire, justement. J'étais beaucoup plus jeune, là, je jouais le rôle de Saku, qui était le fils de Patrick Ah oui, Labbé, oui, oui, qui est le mécanicien. On Puis- apprend des choses, là, c'est fou. Ouais, non, complètement c'est ça. fou. Fait que je me suis aussi dit que j'allais re-regarder mes vieilles Tes performances. émissions, mes vieilles performances pour voir si ça avait évolué. Puis j'étais plus jeune, là, donc c'était peut-être... T'étais-tu satisfait? Ouf. Ouf! Vous l'avez entendu ici en primeur. Ouf! Sébastien? Je ne me suis pas tapé mes archives familiales, mais je vais être bien plate, les gars. Là. Ben, Mais vas-y. sérieusement, dans les 2 dernières années, je n'ai pas pris le temps d'écouter des séries. Là. J'ai peut-être écouté quelques games de hockey, là. OK. Ben, Canadien, Non, c'est une pas pire série. Mais ouais, C'est une ça a couple de été bonnes un séries. long parcours de série. Mais Fini tard, hein? dans la vraie vie, non, regarde, mon rythme de travail m'a pas permis de me taper des séries.
Bon, ben, Parce que Tant le de prendre du Parlement temps a pour soi, de continué. relaxer. Ben, tu sais, c'est ce que je prévoyais faire là. Mais Justin Trudeau a déclenché une campagne électorale. J'ai pas vraiment pu avoir de vacances. Ah! Mais ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. bon. Et on va terminer avec vous, monsieur Louis. Moi, je suis un peu semblable à Sébastien, mais j'ai le temps, peut-être, mais je regarde plus les nouvelles. Mais Puis à Bruno, hein. Denis Lévesque. la dernière bonne série. fois que j'ai vu une série, c'est Grey's Anatomy. Ça doit être Oh, yeah. 2000 quelque Femme médecin, ça rend ça Oui, fait. oui. C'est à peu près ça, la dernière série que j'ai vue. Donc, Il y a Grace. quelques années, hein? Ouais, ça fait quelques années, mais encore, il y a un culte fou raide sur Grey's Anatomy sur Internet. Je ne suis pas ça du tout, mais j'ai réussi à voir ça apparaître sur mes affaires de geek. Ça n'a pas de sens. Donc, vous avez eu les vraies questions. Maintenant, on retombe aux questions plus niaiseuses à Mathieu. On va faire un lien avec la culture. On va parler de culture et de patrimoine parce que c'est un enjeu important. Nous, comme podcasteurs et comme improvisateurs et comme comédiens de théâtre amateurs, on aime bien ça, faire produire de la culture. Donc, c'est pourquoi qu'on vous amène là-dessus. La culture est un élément important pour la reprise économique post-pandémie. Ce secteur ayant été durement touché durant la dernière année et demie, que propose-t-on du côté de vos formations politiques pour assurer une reprise vivante de ce secteur essentiel à nos vies? Je dis bien vivante, parce qu'on parle des arts vivants. L'art numérique, c'est bien. L'art vivant, c'est mieux. On va y aller avec Louis, qui va avoir le droit de parole en premier pour débuter ce bloc. Oui. La culture, c'est assez important à tel niveau que si on a bien critiqué la PCRE, je pense que le seul qu'on pourrait maintenir, c'est pour les cultures, pour les artistes. C'est sûr que c'est le secteur le plus touché de la pandémie. C'est beaucoup plus difficile que tous les autres secteurs de l'économie pour se réveiller. Et dans ce sens, c'est peut-être le seul motif ou le seul secteur où aujourd'hui c'est pertinent de maintenir la PCR, de donner une aide à tous les artistes qui, malheureusement, à conséquence de la pandémie, ils ne peuvent pas continuer à travailler. Et pour notre parti, c'est tellement important le patrimoine, parce que la culture et le patrimoine vont ensemble, que nous, on est prêts à donner de l'aide financière pour maintenir notre patrimoine architectural. Par exemple, je suis merveilleux de la cathédrale qu'il y a à Amos. Les dômes qu'il y a, c'est presque pour faire une cathédrale de la moitié de la ville. Et je pense que les arrières... grand-père a eu des projets pharaonesques. Il ne voulait pas faire des choses petites, on essayait de faire de grandes choses. Et aujourd'hui, on l'a, et c'est bien que le gouvernement de Québec est en train de les réparer, de les maintenir, mais comme c'est certain, la plupart des réparations de tout notre bâtiment historique doit les continuer à les faire. Ce n'est pas seulement de les faire aujourd'hui, il faut continuer à les faire. Et je pense qu'un engagement concret de Erin O'Toole, c'est que le patrimoine québécois, c'est le patrimoine à protéger. Et quand on dit de patrimoine, c'est comme de façon ponctuelle, ici à Amos, que vous avez de bons patrimoines, et il faut investir dans ça. Vous dirigez une question vers un candidat? Oui. Il y a une question, par exemple, pour monsieur... LL. Vous William. pouvez m'appeler LL. C'est la réduction du nom de famille. Le goût, la casse, Oui, LL. parce que pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas si vous dire la casse. Et quelquefois, pour vous aussi, vous ne savez pas si me dire Benegas ou González. Pour moi, je vous dis les gars, la casse. Je peux dire LL. Oui, toujours, vous dites qu'il y a des défauts des conservateurs que vous payez encore 6 ans après. Est-ce qu'il y a des défauts en matière de culture, comme par exemple Radio-Canada, que vous n'avez pas réussi à régler, qui était toujours la division que se voudrait faire entre un Radio-Canada plus francophone et le CBC? Est-ce que vous pensez le maintenir? Qu'est-ce que vous pensez faire avec des médias de communication comme ça? Et le plus important, la relation avec les grands médias internationaux que vous n'avez pas réussi à les taxer. Et on a aujourd'hui une grande concurrence entre les grands médias internationaux comme Facebook et tout, qui ne sont pas taxés et que le gouvernement libéral n'a pas réussi à les encadrer un peu.
Je pense que peut-être que moi et M. Lemire, on va se rejoindre. Là. Libre à vous de me le dire, mais je pense qu'en matière de coupure en culture, les conservateurs ont été assez forts pendant 10 ans. Quand on est arrivé au pouvoir en 2015, les coffres étaient littéralement vides. Des personnes ont perdu leurs emplois. Il y avait un désinvestissement total dans la culture, dans la langue, dans nos troupes de théâtre, dans tout ce qui est ce qu'on est ici au Québec. Donc, c'est sûr que c'est très dommage. Les coffres ont été renfloués parce qu'on apporte beaucoup d'importance à la culture. Hein. On peut bien développer notre économie par nos entreprises, mais on développe nos sociétés aussi par notre culture. Je suis moi-même membre de l'Union des artistes encore, même si je suis plus à l'écran, je paye encore mes cotisations. Puis c'est certain qu'on parle aussi que dans un contexte de COVID, c'est les organismes culturels, artistiques, sportifs, touristiques qui ont été les plus touchés. Puis c'est pour ça qu'il faut être là. On parle de financement concret. Je pense qu'on l'a vu. La plus grosse enveloppe budgétaire, je crois, de Patrimoine Canada par rapport au festival au Québec, c'était ici chez nous pour le FME. On a investi plus de 300 000 $ le gouvernement libéral dans le FME chez nous. Donc, c'est avec des actions concrètes comme ça, dans nos festivals, dans nos artistes, qu'au final, ça peut faire la différence, puis ça maintient la culture en vie. Pour ce qui est vous parliez des grands diffuseurs comme Netflix et tout. On a déposé le projet de loi C10, pour ceux qui connaissent moins le numéro, qui est une loi qui modifie la loi sur la radiodiffusion pour exiger plus de contenu canadien sur les plateformes. Donc, il y a un investissement direct qui se fait maintenant dans les productions québécoises. Puis aussi, ça nous permet de diffuser notre contenu canadien. Depuis une semaine, on en parle souvent, mais le film « Il était une fois les boys » est maintenant sur Netflix. Donc, c'est avec des actions concrètes comme ça, mais des investissements aussi dans la culture là, qu'on se développe en tant que société. Mais c'est certainement... J'ai un malaise de recevoir une question par rapport à la culture de la part des conservateurs parce que vous avez vraiment coupé beaucoup. Les coffres étaient vides en 2015. Puis, grâce à nous, ils ont été renfloués. Mais je pense que grâce à la grande dette que vous avez prise sur les prochaines générations, maintenant sont pleines peut-être. On peut parler de dette économique et de déficit, mais on parlera aussi de dette environnementale que les conservateurs nous ont laissée. Mais ça sera pour un débat un autre jour. Bethany, Sébastien, voulez-vous renchérir là-dessus? Bien, il y a plusieurs choses qu'on pourrait ajouter. Effectivement, un autre bel exemple d'investissement libéral dans la circonscription, là, c'est davantage du côté de Rouyn-Noranda, mais effectivement, bonifier les sommes de l'Agora des arts parce que la malchance qu'ils ont eue, c'est-à-dire de demander un appel d'offres en plein début de la COVID, ce qui n'était pas prévu, mais quand tu as un appel d'offres, c'est obligé de les fermer 3 semaines après, ça fait exploser les coûts. Et les gouvernements se sont entendus et la part du gouvernement qui devait être de 1,2 million est montée à plus de 4 millions de dollars, donc ce qui permet effectivement au projet de rénovation de l'Agora d'avoir lieu. Et même le ministre Guilbeault, dans la conférence de presse, nous a mentionné que c'était à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, qu'il y a eu le plus gros montant de son enveloppe de Patrimoine Canada pour la réfection des bâtiments. Donc, dans une circonscription bloquiste, mais ça démontre effectivement toute l'ouverture des libéraux, puis que finalement, voter du bon bord, ça veut dire ce que ça veut dire. Ceci étant dit, aussi, C10 a été un processus intéressant parce que le projet de loi a été déposé d'abord, son numéro 10, C10, dans les premiers projets de loi déposés par le gouvernement, mais n'a pas été adopté parce qu'il a été mis sur la glace tellement longtemps par les libéraux. Il a fallu que nous, on pile un peu sur nos principes au Bloc québécois parce qu'évidemment, comme parti qui sera toujours à l'opposition, qui fait des propositions, qui pose des questions, hein, William? Et on a proposé de faire une formule, d'appuyer la formule Bayon pour une des premières fois de notre histoire pour s'assurer que l'aide aux artistes puisse avoir lieu. Puis évidemment, on a assisté à toutes des cérémonies filibustering pénible de la part des conservateurs. Je m'excuse de vous dire ça, M. Gonzalez, mais ça a été vraiment pas gracieux comme contexte. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, ce projet de loi-là est mort au feuilleton au Sénat avec le déclenchement de l'élection. Un des enjeux qui m'apparaît important qu'on mette sur la table, là, c'est justement, on parlait de Netflix. Les GAFA, là, ils ne sont pas imposés au Canada. C'est un gros problème. Pourquoi? Pourquoi? Par manque de courage politique. Par manque de courage politique, simplement. Parce que le Bloc québécois a fait des propositions de s'assurer d'imposer à 3 %
les GAFA, qui évidemment vont chercher du contenu culturel, les mettre sur leur plateforme, exemple les médias sociaux comme Facebook, et vont retirer des publicités. Mais l'argent des producteurs, puis on peut nommer aussi l'argent qui va être investi dans nos médias locaux indépendants, comme peut l'être Médiaté, par exemple. L'argent pour la production de contenu culturel, notamment qu'est-ce qui est produit par le Québec à Netflix. Bien, Colin, on est dépendant de ces plateformes-là, plutôt que ça soit un revenu pour l'État. Tu sais, les paradis fiscaux devraient être des revenus pour l'État. Si on mettait fin aux paradis fiscaux, si on taxait les GAFA, ça serait des façons de régler notamment le problème que nomme le monsieur Gonzalez, au lieu d'endetter lourdement les générations futures, qu'on dépense beaucoup. Moi, je suis pour quand même qu'un gouvernement soit généreux quand il y a des besoins. Mais effectivement, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Puis il y en a pas mal dans les GAFA. Souvent, la peur des gens, des citoyens qui vont dire que si on taxe les grandes entreprises, ça va se retrouver dans leur portefeuille à eux. Est-ce qu'on peut les rassurer là-dessus? Ça représenterait, de ce que j'ai compris du projet, de l'ordre d'à peu près 50 cents par mois. Mais les retombées économiques au Québec, au Canada, dans nos artistes, sont de retombées dans les millions, voire dans les milliards. Et ça, c'est pas banal. Merci. Bethany, on n'a pas encore parlé de culture autochtone. J'imagine que tu pourrais nous partager quelques positions là-dessus. Oui, ta vision? en premier, je juste veux dire que la pandémie a durement touché les personnes autour Abitibi-Témiscamingue qu'on parle de la culture parce qu'on ne peut pas réunir ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment touché. Je pense que la vaccination va aider d'être sûr qu'on peut réunir encore parce que Dieu sait que ça, c'était une des questions aussi. Mais sur la culture autochtone, c'est tellement important qu'on protège la culture des peuples autochtones. Ici, au Abitibi-Témiscamingue, pour les peuples autochtones, on a 5 différentes communautés. 4 là-bas, les personnes juste parlent l'anglais. Ça, c'est juste un de mes concerns quand on parle de la langue française et comment on veut imposer encore la langue française aux les peuples autochtones qui ne savent pas leur langue. Aussi, quand on parle des peuples autochtones, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un débat en anglais pour que les peuples autochtones qui juste parlent l'anglais vont savoir les choses que toutes les personnes ici disent parce que ces voix comptent aussi. La culture autochtone, moi-même, je suis un survivant de la scoop millénaire. So, moi-même, ma culture a été volée quand j'étais jeune. Je vivais pas dans ma culture, pas dans ma communauté, parce que j'étais pris quand j'étais 3 mois de ma mère. Ça, c'est quelque chose que c'est très important de savoir et que les pensionnats n'étaient pas la fin. Nos enfants ont pris encore de nos maisons. Nos enfants encore vivent pas avec leur culture. So, quand on parle de la culture des peuples autochtones, on a besoin de savoir qu'on essaie de regagner notre culture. Je pense que je veux aussi dire un peu en anglais s'il y a des peuples autochtones ici maintenant who are listening. When I talk about this, I think I need to say some stuff in English so everyone that's watching, whether they speak French or English, also understand me because that's also how I best project myself. So I just wanted to mention as well more so on this. As a Millennium Scoop survivor myself, I know what it is like to grow up without my culture. I know what it is like to have my culture stolen. When we talk about residential schools, the communities here went to residential schools. The indigenous peoples of this territory, which we are sitting on right now, which is Algonquin territory, whether you choose to admit it or not, the territory we are sitting on is the territory of the indigenous peoples, because before there was Quebec, it was the territory of the indigenous peoples, which was stolen. Our culture was stolen. Our languages were stolen. Many of us still don't know our language. I'm still learning my language, which was stolen. The only thing I can really do is introduce myself in my language, and that's sad.
Et maintenant, comment on bâtit des ponts avec les... Est-ce que là, il y a des powwows qui ont explosé, les Blancs et Autochtones se côtoient, il y a des productions comme Amos vous raconte son histoire, Val d'Or vous raconte, où comédiens blancs, comédiens autochtones se côtoient. Est-ce que tu sens qu'il y a un pont qui se bâtit ou il n'y a rien, il y a pas de positif? Well, when we talk about things like powwows and stuff, that was also something that was made recently illegal. That was made illegal when they first came, the settlers came, right? We weren't able to have powwows. And right now with COVID, we're also not able to have that and properly practice our cultures. So I think I understood your question decently. But yeah, so that's kind of my stance. I do think it's important to recognize that the 3 of the 4 Indigenous communities here do only speak English. And it is quite upsetting for me and people at home that we don't have debates in English, because a lot of people here do just speak English. And I do understand, because I know Lemire is looking at me right now, that the language here is French. I get that. Yeah. And I respect that. Mm-hmm. And I know that it's important to protect the French language. Moi-même parle en français. Je pratique ma français quand je suis ici. But we still need to recognize that 3 of the communities don't speak French. My communities in my northern, in Iuishi, don't speak French. We speak English. But we as Indigenous peoples are expected to know both official languages, but there's nothing to protect our languages yet. Our languages aren't recognized as official languages. And that's a huge concern of mine. That our languages are not protected. Our elders are dying. Those are the people that know our languages right now. They're dying. Our language is actively dying. Our languages aren't taught. Quelque chose à rajouter de notre côté? Je pense certainement. Regardez, là, on vient d'avoir, en quelque part, une leçon très canadienne de comment on devrait évoluer en Abitibi-Témiscamingue. Et ça, moi, ça me questionne, la langue commune et le français. S'il y avait eu un débat qui avait été demandé, peut-être par Neighbors, qui est très actif à Atlanta, but I was told that there wasn't enough time. C'est pas à nous comme candidat de demander des débats. C'est pas à nous comme candidat de demander des débats dans une langue, c'est aux communautés elles-mêmes. Moi, well, yeah, but they don't understand what's being said in these debates, right? And it has to do with fairness as well, and the recognition of media that 3 of the Indigenous communities here don't speak French. So it should just be... Est-ce que je peux poursuivre? Yeah, I just want to say that it should be expected that everyone in Abitibi-Témiscamingue's voices matter, and everyone should understand what is said in these debates, because otherwise they will not understand who they want to vote for, who they want to represent them. Everyone has the right to understand what is being said. Merci. Sébastien? Madame Stewart, vous serez contente, je pense, d'apprendre que moi, quand je communique avec les citoyens, on a évidemment les courriers de circonscription qui est un outil. But that's one thing. I do that too. I go je décroche, là. On va juste terminer. Là. Je décroche, s'il te plaît. Là, ça devient une question de respect, là. I'm just saying. Non, tu dis rien. OK? Please. Merci. Il y a une question. Moi, je veux dire, mon courrier de circonscription est évidemment en français. Sauf qu'on le fait traduire. Et les gens qui demandent la traduction, on leur envoie, et c'est un service qui est très apprécié, notamment par Neighbors en Oranda et aussi dans les communautés autochtones. Si je m'en vais les rencontrer, puis effectivement, ils ne sont pas à l'aise en français, comme tout citoyen n'est pas à l'aise en français, je vais faire mes efforts. Sauf que la langue commune et officielle du Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue, conséquemment, c'est le français. Sauf que quand on parle de la question autochtone, pour moi, l'enjeu le plus important, c'est le respect de leur langue. Et en aucun cas, la langue commune dans laquelle on doit collaborer, c'est tendre vers une langue du colonialisme. Moi, j'étais le seul des candidats qui était présent, pas tellement loin d'ici, à l'activité Miadja, à Picogan. Et le message qui est donné, c'est qu'il faut être à l'écoute du patrimoine culturel Anishinaabe, à l'écoute des besoins de langue. La question a été... I don't need you to tell me I'm an Indigenous person, so I'm just saying. Just finish. Je poursuis. Quand on parle de reconnaissance des langues autochtones, il faut donner des outils. Évidemment, il va y avoir des outils financiers, les besoins de traducteurs et autres, mais on est capable d'avoir des leviers de développement pour favoriser l'apprentissage des langues autochtones. Plus d'heures, par exemple, dans les écoles pour qu'ils puissent
apprendre 1 heure par jour actuellement, les jeunes de Picogan qui peuvent avoir accès à l'apprentissage de l'Anishinaabe. Mais aussi les programmes. Est-ce qu'on est obligé en ce moment au Parlement de traduire tout ce qui se fait dans toutes les langues des communautés autochtones? Évidemment, ça serait intéressant de tendre vers ça. Mais au moins, ce qui relève du ministère des Affaires indiennes, c'est encore aberrant qu'on appelle ça le ministère des Affaires indiennes. Mais est-ce que les Anishinaabe eux-mêmes, comme toutes les communautés autochtones, pourraient faire des demandes de subventions dans leur langue pour pouvoir travailler dans leur langue et tendre vers l'apprentissage culturel, le partage de leur langue au sein des communautés, puis nous-mêmes, comme francophones, comme anglophones, de faire des efforts pour pouvoir apprendre davantage la langue, un peu plus que Kwe puis Miigwech, là, on s'entend, là? Puis de pouvoir tendre vers ça. Moi, c'est ce que je m'engage à pouvoir faire, à comprendre davantage qu'est-ce qui est. Mais pour l'instant, c'est d'être en mode écoute, assurément. Mais l'ensemble des communautés du territoire savent que je suis quelqu'un qui est à l'écoute de leurs préoccupations et qui va être là pour les défendre. Tu me fais signe que non, nomme-moi un nom, s'il te plaît, parce qu'encore là, c'est une grave accusation. Well, I'm not going to give you names, but a lot of people don't trust the Bloc québécois here that are Indigenous, so I've been told. Excusez-moi, Bethany, je vais avoir l'air vraiment méchant. Là. Par exemple, on est régi par des lois CRTCN, puis je dois vous demander de continuer en français. J'ai mon régisseur qui m'envoie un message, je dois vous demander de continuer en français. OK, je peux parler en français, ouais, mais je suis vraiment désolé, là, mais il faut poursuivre en français. J'ai aussi une question aussi encore dessus la culture. Si c'est d'accord. Et je vais dire en français. Oui. So, quand on parle de la culture, on a beaucoup de différentes cultures ici en Abitibi-Témiscamingue et autour de le Canada. Le Canada est une place multiculturelle. Tout le monde ici, je juste veux dire aussi, c'est un immigrant. Mais, sauf s'il est lui-même une personne autochtone. Je sais déjà, les personnes ici ont dit ça, mais je juste veux dire ça. Ici, encore, c'est le territoire des peuples algonquins. Le Canada, en tant que pays prospère grâce à son multiculturalisme, cependant, le Bloc québécois refuse de reconnaître toute autre culture que la culture québécoise. Je comprends moi-même, bien sûr, que votre culture est distincte et je respecte ça et je pense aussi que c'est important de garder soin de la culture québécoise. Cependant, l'interdiction du hijab est un exemple de racisme. Et les récents commentaires encore de M. Lemire sont également empreints de racisme. Monsieur Lemire, allez-vous protéger les cultures? Non, je ne suis pas là, je me tourne vers l'animation. Je ne suis là, pas vous finie. devez intervenir, là. Merci. Laisse-moi finir ma question. Là, en ce moment, c'est du Québec bashing qui se passe. Non. Vous donnez du sophisme en ce moment. Laisse-moi non, c'est demander grave, ma ce que vous faites. question. Laisse terminer, Sébastien. Monsieur Lemire, Laisse-y 2 secondes. je demande d'arrêter. Terminez votre question. Oui, je ne suis pas fini ma question. Terminez votre question. Monsieur Lemire, allez-vous protéger les cultures de toutes les personnes en Abitibi-Témiscamingue ou seulement les cultures des Québécoises? Merci. Sébastien? Moi, sérieusement, je suis très critique face à ce qui se passe présentement. Je ne laisserai pas... On l'a vécu au débat anglais, on le sait, on sait de quoi on parle. Tout à fait. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est du sophisme là, dont il est question. Là. Je pense qu'il n'y a personne ici qui n'a pas à cœur la protection de la culture autochtone. Ça, c'est certain. Non, c'est pas juste de la culture autochtone. J'ai mentionné le hijab qui était... Moi, permettez-moi ajouter, parce que je me sens aussi touché, parce qu'il parle de plusieurs cultures. Moi, je pense que le peuple québécois, et moi, je suis le meilleur exemple, c'est très ouvert. Et j'ai une grande différence d'opinion avec les personnes qui pensent que les Québécois sont racistes. Je dis pas que c'est raciste. S'il vous plaît, terminer. Moi, je suis l'exemple vivant que je suis ici comme immigrant, assis devant M. Lemire, devant tout vous. Et moi, je crois que les Abitibiens sont les personnes les plus ouvertes du monde. Sont très accueillantes. Ça, c'est ma façon de montrer, de voir comme immigrant. Je pense que les Québécois sont très ouverts et aucun racisme des Québécois. Et ça, c'est ma façon de voir. Je sais qu'il faut regarder bien une chose. Le peuple autochtone doit avoir une réconciliation avec
les autres peuples ici. Il y a plusieurs nations, la nation québécoise et les Premières Nations. Dans ce sens, je comprends que Mme Bethany, peut-être, il a le droit de demander une réconciliation avec tous les autres peuples. Mais moi, comme immigrant, je pense que tous les immigrants, et ça touche la loi de la laïcité, quand on émigre, on doit s'adapter et faire partie de la communauté. Et les lois qui sont dictées pour la nation québécoise doivent être respectées et je ne les trouve pas racistes. La meilleure façon de s'intégrer à une communauté, c'est quand on arrive à faire partie de cette communauté. Les autres choses que je peux répéter 10 000 fois avec mon exemple, c'est que les Québécois sont tellement ouverts, il y a que gens qui ne sont pas racistes. Ça, c'est la vérité. Moi, comme immigrant, je peux le dire, il le dit toujours à tout le monde, les Haïtiens, c'est le peuple le plus ouvert et accueillant qu'il y a. Après, il faut bien remarquer la différence entre ça qui sont les peuples qui viennent comme quelqu'un qui vient de l'Inde ou d'un pays arabe, qui doit s'adapter à notre culture, à la culture québécoise. Ça, c'est une chose. Et ça, c'est la loi que d'habitude se va parler toujours, la loi sur la laïcité, que la nation québécoise a le droit de se donner et tout celui-là qui arrive ici a l'obligation de le respecter. Et l'autre, c'est la relation que doit avoir entre les Premières Nations et la nation québécoise et la réconciliation que doit avoir. Ça, c'est deux choses complètement différentes et que je pense qu'il faut, qu'il va prendre plusieurs années pour avoir une vraie réconciliation. On parle ici de... Ce qu'on a besoin, là, c'est d'élever le débat à des mesures concrètes pour protéger les cultures de toutes les nations qui sont sur le territoire, que ce soit la nation québécoise, mais aussi les nations autochtones. Puis les solutions, elles sont autochtones. Je pense qu'il n'y a personne ici qui ne veut pas être un partenaire pour ces solutions-là, parce qu'on veut avoir un discours de nation à nation. On veut tous avancer vers le chemin de la réconciliation, à des rythmes différents, c'est certain, mais je pense qu'on a tous à cœur la réconciliation. Puis je trouve que l'important de notre débat ce soir, c'est de démontrer les différentes mesures que nos partis veulent apporter pour la culture, mais aussi pour la culture autochtone. Je pense que tu le sais, Bethany, on a adopté la loi sur les langues autochtones, C-91, qui a été applaudi par l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, qui a dit, je cite, que c'était un véritable exemple de réconciliation en action. Donc, je pense que le plus important, c'est de se parler, c'est d'avoir un dialogue, mais d'agir ensemble pour la réconciliation, parce que les solutions viennent de partout, mais les solutions aussi, elles sont autochtones. Sébastien? Je me permets en complément, et je salue vos réponses, messieurs, de considérer cette question-là et le préambule qui l'accompagnait comme était sincèrement de la désinformation. Nous évoluons dans un contexte dans lequel la désinformation, elle est constante et elle constitue une attaque directe à notre démocratie. Comme élus, comme candidats, on a le devoir de travailler constamment pour la vérité, pour que ce qui puisse être prétendu dans le sens de la question n'est pas à être nommé. C'est malheureux qu'on se retrouve d'avoir des gestes de la sorte dans un contexte démocratique. Parce que moi, mon engagement est à la base un engagement civique qui va dans le brassage des idées et non des attaques personnelles. C'est évidemment un frein là-dedans. On me prête des intentions qui ne relèvent pas de mes valeurs, de mon engagement, de mon quotidien. Quiconque en Abitibi-Témiscamingue, parce que mardi, le 21 octobre, moi, je vais être encore ici en Abitibi-Témiscamingue. Moi, ma résidence, elle est ici. Madame Stewart, vous allez retourner à Ottawa. Oh, et vous allez faire... Si je gagne, je vais être ici. Avec cette attitude-là, madame, les Canadiens, les Québécois et les Témiscabitiens prendront leurs responsabilités. Tu parles de ma attitude. J'ai juste dit les choses vraies que tu as dit. All right, c'est bon. Merci, on va merci. finir là-dessus. C'est enrichissant et c'est de bonne humeur ici dedans. Vous comprendrez que ce débat-là, on ne le réglera pas ici. C'est un débat qui dure depuis plusieurs années. Indigenous person. Yeah, mais, c'est du Québec bashing. No, I wasn't Québec OK, bashing. chut. Merci beaucoup. C'est l'animation qui prend le ce contrôle. débat-là, on ne terminera pas. C'est un débat qui est profond, qui demande énormément de discussion, comme on l'a tous dit. 20 minutes, ici, c'est pas assez, malheureusement. Ici, ce soir.
C'est comme ça qu'on va clore le débat, mais on va quand même faire une petite conclusion. Est-ce que tu avais une question pour te détendre? Ça serait pertinent d'avoir une question de détente. Ce serait une bonne question de détente, hein? C'est une question de détente, Guillermo? Ben oui. Comment, quand on a une vie stressante comme une carrière politique qui s'en va, qu'on se chicane souvent avec nos alliés pendant plusieurs soirées, comment qu'on se repose quand on arrive chez nous? Est-ce qu'on prend un bain, une douche, on fume un bat? C'est légal, peut-être, on sait jamais. Comment qu'on se détend? Tiens, on va commencer par toi, Sébastien, tu vas avoir besoin de te détendre un peu. T'as attendu? Ah, regarde, je veux dire, on apprend à vivre avec cette pression-là dans le quotidien. Mais assurément, c'est quand même des enjeux. Puis la COVID, moi, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, je suis un amateur de hockey. Puis j'ai pas eu cette chance-là d'avoir accès à mon sport pendant 8 mois. Je m'étais acheté une paire de patins avant les fêtes, puis j'ai juste pu l'utiliser quelque part cet été. Mettons que les sandwichs de dépanneur dont on parlait tantôt, j'en avais abusé un peu. Fait que ces 3 premières pratiques-là, je les avais trouvées quand même assez rough. Mais j'ai hâte, je recommence la semaine prochaine. Fait que ça fait partie des choses qui fait partie de mon... je peux pas dire quotidien, mais mon hebdomadaire auquel j'ai hâte de retrouver. Là. Merci, C'est Sébastien. une bonne game de hockey. À part aller sur le plateau des boys, William, as-tu d'autres moments détente? Non, je pense pas que je vais retourner là-dedans pour ce soir. Mais c'est sûr que le sommeil, dormir, c'est tellement important. C'est important. On en a tellement de besoin. Mais sinon, je pense que l'endroit où je suis le plus capable de m'évader, je parlais tantôt que j'étais dans la marine, là, mais c'est sur l'eau. C'est vraiment l'empêchant. Là. Juste, de se laisser porter par les vagues, là, que ce soit en kayak ou en chaloupe, là, puis empêchant avec un café ou à n'importe quelle heure de la journée. Là. Je pense que ça me permet, en tout cas, moi, de me ressourcer. Là. Je suis même pas capable de décrire. Là. Je sais pas si vous êtes des amateurs de la pêche, là, puis si oui, on comparera nos leurs, là, mais ben... si tu comprends ce que je veux dire, là, pour On se comprend. Ouais, t'as pas dit on se comprend. En tout cas, c'est ça. Bethany, un moyen de détente? Je juste veux aller à ma communauté autochtone. Yeah. Maintenant, je peux pas aller parce que la pandémie est un issue. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Super. Oui. Louis? Moi, je suis marié. Alors, quand j'arrive... Non, mais attends. Quand Et ce n'est pas un leurre. Pour moi, le détente, c'est de faire la vaisselle. Oui, vous pensez à rien, vous faites la vaisselle. C'est drôle, j'ai essayé ça, moi, ça me stresse au bout. Oui, C'est vrai qu'en faisant la vaisselle, on décroche. oui, on décroche, on pense à autre chose. Merci beaucoup. C'est l'heure de conclure. On va faire un dernier petit tour de table pour le vote est le 22, Et lundi. 21? Le 20. Ben, Le 20 octobre, pardon. Ce lundi, donc, une dernière chance pour chacun des candidats on va inverser le tour, tiens, cette fois-ci, pour vous adresser aux citoyens. Donc, Monsieur Louis. merci. On a passé ensemble les 4 candidats, presque 4-5 débats, et ça nous donne un aperçu de c'est quoi la démocratie. La démocratie se fait en grande partie pour vous qui posez de bonnes questions, comme on vient de voir. Et pour chacun des candidats qui peut partager notre différentes opinions, et quelquefois c'est plus chaud que les autres. Toujours dans le respect, je crois ça, et je pense que tous, nous, les 4, on s'est respectés pendant notre différents débats. Et moi, je vais remercier encore l'ouverture de les Abitibiens et surtout les inviter à voter. Ça, c'est son obligation. De regarder qu'aujourd'hui, on a marqué grande différence entre les 4, peut-être plus que dans les autres débats. Et le plus important, c'est de savoir que cette différence va se porter dans le Parlement après. Parce que pareil, si les libéraux ne sont pas là, il va y avoir encore des députés libéraux qui vont montrer cette voie-là, ou l'NPD, va y avoir des personnes qui vont montrer ça, ou le Bloc. Le plus important aujourd'hui, c'est de voir qu'on était dans une période post-pandémie, en théorie, ou en la pleine pandémie, et qu'on doit se préparer peut-être pour plusieurs pandémies encore. On ne savait pas si c'est la première ou la dernière. Qu'on a une grande dette, pareil si les libéraux ils disent que non.
qu'on a une grande inflation, que c'est de 4,1%, que quand on va payer l'essence, ce n'est pas la même quantité d'argent qu'on a besoin. Et que ça, il faut le stopper, qu'il faut donner des solutions. Et aussi pour le Québec, pour la nation québécoise, besoin de plus de respect dans le sens des compétences. Et c'est seulement les partis conservateurs qui aujourd'hui offrent plus pour la nation québécoise. Et surtout, le plus important, c'est les partis conservateurs qui peuvent agir. Et ça veut dire faire ça qu'il a promis. On peut regarder qu'il y a 4 partis, il y a 2 partis qui vont faire plus de dépenses, il y a un parti qui va aller chercher avec la pression plus de choses, mais il y a un seul parti qui pourrait livrer vraiment la marchandise, et c'est le Parti conservateur. Merci. Merci beaucoup. Béjani? Merci. Je juste remercie tout le monde à la maison qui nous entend maintenant. Et oui, je juste veux dire que je vais faire beaucoup de choses pour tout le monde ici, les peuples autochtones, les Québécoises, parce que je sais que la culture est distincte ici et je vais les protéger. Je vais les protéger, la culture et les langues de les Premières Nations autour de la Canada aussi. Je veux aussi dire que je ne suis pas un Québec basher. Je dis les choses qui sont arrivées, qui sont vraies. I'm not a liar. Beaucoup de personnes sont déçues et ils veulent voir des changements ici en Abitibi-Témiscamingue et je sais que je peux être ce change. Je sais que je vais être sûr que tout le monde va être protégé à Abitibi-Témiscamingue. On va protéger l'environnement. On va être sûr que la mine à Lac Kipawa va pas s'arriver parce que ça c'est quoi les peuples autochtones là-bas veulent. Aussi, je vais être sûr que la pénurie de main-d'œuvre va arrêter, qu'on va investir en les propriétaires des petites entreprises pour lui aider de comment ils sont impactés par la pandémie. Et oui, je pense que ça, c'est vraiment tout ce que j'ai besoin de dire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. William? Je pense qu'on a pu voir ce soir avec les positions des différents partis un peu pourquoi on est en élection. C'est parce que pour la relance économique, mais aussi pour la relance verte, on a tous une vision différente dans laquelle le Québec puis le pays doit prendre. C'est certain qu'on peut parler de déficit, mais je pense pas qu'on va jamais pouvoir accuser les libéraux d'avoir été un incendie avec trop d'eau. Personnellement, là, je trouve que les mesures pour la COVID que les libéraux ont adoptées puis ont mis en place, c'était les bonnes. Mais aussi, on a prouvé qu'on était là. On a prouvé qu'on a livré la marchandise pour le Québec, que ce soit avec l'Internet haute vitesse, que ce soit avec les logements, que ce soit sur la transition écologique, avec les travailleurs temporaires, que ce soit pour la culture, le tourisme, puis même les garderies. On a été là pour le Québec. Moi, je suis jeune, je suis engagé, je suis motivé. Puis j'ai vraiment des solutions concrètes pour m'attaquer aux différents dossiers de notre région. Le Parti libéral, c'est le seul parti qui a un plan clair, mais aussi qui a un plan ambitieux pour la relance économique, mais aussi pour la relance verte. Et le 20 septembre, le choix est quand même assez clair, là. C'est soit avancer ou reculer avec les conservateurs, parce que c'est pas nécessairement le Bloc, même dans l'opposition, qui va pouvoir arrêter toutes les coupures des conservateurs pour le futur. Alors, je trouve que l'Abitibi-Témiscamingue a besoin d'un député de proximité qui amène la voix des gens à Ottawa et non l'inverse. Je crois être cette personne qui va être en mesure de répondre à vos besoins et à vos attentes, parce qu'au final, je trouve qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a besoin on doit avoir un avenir plus propre, plus écologique, mais aussi en bénéficier en se développant. Merci beaucoup. Sébastien? Mes amis, vous me connaissez. Je suis un gars de l'Abitibi-Témiscamingue. Je suis un fils et un petit-fils de pionniers. Notamment, mes grands-parents, les arrière-grands-parents ont fait partie des colons d'Amos. C'est, pour moi, un débat qui ne ressemble pas à ce que nous sommes en Abitibi-Témiscamingue. Nous sommes une société qui a des valeurs que je porte, des valeurs d'ouverture, de progressisme, de pragmatisme. Et c'est le mandat que je m'engage à pouvoir poursuivre auprès de vous, avec une seule motivation, c'est-à-dire que mes actions vont être portées, si c'est bon pour l'Abitibi-Témiscamingue,
je vais voter pour. Si c'est pas bon pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec, bien évidemment, je vais m'y opposer et je vais m'y opposer fermement. Merci pour votre écoute, votre participation. Merci à l'équipe technique. Merci aux animateurs. Et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Merci, Mathieu. Merci à toute l'équipe. Francis Bégin, François Manger derrière la caméra. Eric aussi qui est en studio pour la diffusion. Benoît Saint-Pierre aux réseaux sociaux. Ça va, Benoît? Oui, ça va. Ça va. Il n'y a pas d'autres questions? Y a-t-il des questions urgentes à poser? Là? Non, les questions ont toutes été répondues. Les candidats sont exceptionnels. Ils répondent aux questions avant qu'elles soient posées. C'est génial. Exceptionnel. Merci aussi au Terre des Esquerres qui nous a accueillis aussi, évidemment, en ce temps de pandémie. Ça nous prenait une grande La table. place, Donc, c'est pas n'importe quel studio qui peut accueillir ça. Merci à tous les candidats qui ont accepté l'invitation. Merci à vous qui avez écouté. Puis, n'oubliez pas d'aller voter le 20 septembre prochain. On se donne rendez-vous le 20 septembre à 21h sur Médiaté Télé pour l'émission électorale aussi en région. Donc, on va suivre un petit peu partout ce qui va se passer sur le terrain. Allez voter, c'est important. Et puis, sinon, on se revoit à très bientôt.